raconte après. Et bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez, c'est Maxime, on est de retour pour la traditionnelle émission de débriefing du match de hier soir contre l'Atalanta Bergame. Match aux étoiles, du coup, que des étoiles à mes côtés. Salut Franck. Salut Maxime, salut la team. Salut Joël. Salut Maxime, salut tout le monde. Salut Kylian. Salut les gars, salut le chat. Et salut Vincent. Salut Max et salut à tout le monde. Voilà, donc les petites présentations sont faites. Donc au niveau du programme de ce soir, donc attendez, hop, on fait un petit retour sur le déplacement de Vincent à Dortmund. On fera le débrief contre l'Atalanta Bergame, le prochain adversaire contre le RB Leipzig et bien sûr le retour de la chronique du vieux Borussen avec Franck. Il y avait Joël aussi qui était du déplacement, mais bon, quelques petites péripéties de bouchons et de bordel, on va dire, à Dortmund, Voilà, on va dire ça. pour un peu gâcher tout ça. Donc, on va plus partir sur Vincent qui va nous raconter un peu son périple. Écoute, je te laisse la parole, Vincent. Écoute, départ de mon lieu de travail vers midi et demi, non, 1h, excuse-moi, 13h. Donc je suis parti. J'ai fait directement l'aller sans m'arrêter. J'arrive à Dortmund. Je tombe déjà sur des supporters français qui étaient super sympas, qui venaient découvrir le stade pour la première fois. Et qu'ils habitaient pas loin de chez moi en plus, ça m'a fait plaisir. Et des Lorrains, n'en déplaise à certaines personnes. Et puis c'est tout. Et puis après, je me dirige à la boutique et j'attends Joël pendant 1h30 dans la boutique. J'ai bu 36 cafés et je me suis dit ça doit être lui. Non, toujours pas. Bon, après, j'ai compris qu'en fait, il allait arriver à la dernière minute grâce à Maxime, qui m'a sorti qu'il allait sûrement arriver en retard. Donc, je me suis dirigé directement vers le bloc 40 où j'étais installé, où j'ai mis au moins une demi-heure aussi à trouver ma place parce que c'était mal foutu un petit peu. C'est un petit peu bizarre de ce côté-là. Et il neigeait, il y avait du vent. Je me suis dit, ça va être l'enfer pour observer le match tranquillement. Et au final, ça s'est calmé. Et j'ai vu personnellement une tribune en feu et un match en feu et une équipe de Dortmund en feu et j'ai vécu une soirée de feu. Ok, donc une belle soirée quoi de Ligue des Champions, ouais, comme c'était franchement c'était attendu. Donc, puis en plus tu avais le retour de Mats Hummels qui est venu dans son jardin pour donc je crois qu'il est commentateur chez Amazon, c'est ça, si je dis pas de bêtises. C'est possible, parce que c'était Prime qui diffusait le match. Ouais, ou Prime, un des deux. Ouais, donc c'est dans ça. L'autre du milieu, il pouvait retourner dans son ancien club. Hein, il s'est reconverti, lui. Ouais. Ah ouais, d'accord, ok. Après, il était du bon côté, ça lui rappellera le but qu'il a marqué contre son camp. Mais donc, Joël, est-ce que tu peux nous expliquer aussi ce bordel? Parce qu'il n'y a pas que toi qui arrivé sur le fil. Le match a été repoussé d'un quart d'heure. Hein. Ouais, alors je vais la faire très courte parce qu'en fait, il y avait 2 concerts. Il y avait le match à Dortmund et en plus, ils ont fermé des routes qui te permettaient d'accéder au parking. Donc, c'était la merde. C'est ça. C'était un gros bourbier. J'avais l'impression que c'était la première fois que la ville organisait quelque chose. Donc bon, un peu gâché cette petite soirée. Ouais, la première c'était un peu très compliqué hier. J'avais pas trop la première mi-temps, pas trop la tête à faire la fête. Mais ça m'a brisé le cœur quand même, parce que je crois que tu voulais pas me voir moi, donc voilà. Non, non, quand même pas. Même pas, Joël. Non, pour te dire, Kylian, que pour arriver au stade, je suis descendu en plein milieu de l'autoroute. Hein. Oui, mais est-ce que tu as vu le coup d'envoi ou pas? Alors moi, oui, je suis arrivé à 8h, ma mère a raté toute la première mi-temps.
Bah écoute, on pense à elle. Qu'est-ce que je te dis? Je te dis ça comme tu étais responsable. C'est pas mal. Non, moi, je me suis barré à 8h, j'ai dit je descends. Moi, Ouais, ça tu faisait déjà m'étonnes. 1 heure que j'étais en PLS complet. Ophélie, elle me parlait. Ah pauvre, je l'ai envoyé chier parce que j'étais tellement énervé. Tu m'étonnes. Ah non, ça rend fou quand c'est comme ça, les bouchons. On a fait des déplacements en semaine, tu sais que c'est compliqué, mais là, c'était une anarchie. Et en plus, les mecs, comme dit, tu prends une sortie d'autoroute et tu arrives soit sur le parking du Radisson, soit tu continues pour aller sur les autres parkings. Et les mecs ont rien trouvé de mieux que de barrer ce accès-là. Et au lieu d'ouvrir le parking du Radisson où tu as accès de l'autoroute, bah, on laissait fermer aussi. Ouais, ça rend ouf. Parce qu'en temps normal, depuis chez toi pour aller au stade, c'est quoi? C'est 4 heures? Un truc comme 4 ça? heures. Ouais, 4 heures pour voir 45 minutes, je peux comprendre que ça rende fou, ouais, effectivement. Bah, elle s'est garée, il était 10h moins 20. 21h40. Ouais, Tu c'est- fais Donc, bien. et surtout que, comme dit ma mère, je l'emmène pas souvent. Il y a mon frère avec qui habite pas du tout, qui habite pas en Alsace, qui habite du côté du Mans, tu vois. Donc, un peu Ouais, mauvais. ils reviendront pas de suite, ouais. A priori. Ouais, si, je leur offrirai les places. On partira un samedi à 7h. On se fera un match un samedi tous les 4. Samedi à 15h30, au moins, t'es sûr que Voilà. ça sera moins le. C'est ça. Je prendrai congé. On partira même à 5h du matin s'il faut. Rien à foutre. Donc voilà, bon, bah, c'était le petit périple pour tout le monde, sauf Vincent Ouais. qui a réussi à arriver en temps et en heure. Vas-y, Joël. Par contre, moi, j'avais aussi des Français à la fin du match dans la boutique et eux, contrairement à Vincent, ils étaient très très cons. Parce qu'il y a quand même un mec, il y avait le maillot. Non, il était très très con parce que le mec, il a quand même vu le maillot floqué Mané. Il regarde son pote, il fait Sadio Mané a joué à Dortmund. Chapeau. Oh, Ah oui, quand même. Je place Ah le ouais, non. level. Vous en pensez ce que vous voulez. Mais voilà. Ah, D'accord. punaise. Ok, horrible. Donc, encore des bons touristes qui étaient là de passage, quoi. Donc, Ouais, c'était ça se voyait. Ils avaient leur écharpe du match de Bergame. Bah, Ils si. n'avaient rien de Dortmund. Ils ne savaient même Et pas ben, pourquoi l'autre, ils étaient là. de Bergame. S'ils nous écoutent ce soir, on les On embrasse les quand même. embrasse. c'est tout à fait ça. Donc, bon, la Sud Tribune, elle avait un petit message à faire passer aussi à l'attente à Bergame suite aux petits soucis pour les billets extérieurs. Donc, on verra si ça passe par rapport à tout ça. Mais bon, en tout cas, nous, on les aura pas empêchés de venir, de faire le déplacement à Dortmund. Donc, on va croiser les doigts que ça soit réciproque. Oh, bah écoutez, on va enchaîner avec la composition d'équipe. Donc, une composition d'équipe, on était un peu tous d'accord sur le fait que Kovac allait reconduire le même 11 que le week-end dernier. La petite question, c'était Reggiani, pas Reggiani, Ryerson, pas de Ryerson dans la défense centrale. Eh ben, il y en a deux qui ont vu juste, hein, donc Kylian et Joël. Reggiani a bien été titulaire pour cette rencontre, donc je vous redonne la compo. Donc Kobel dans les buts. En défense centrale, Ben Sebani, Anton, Reggiani. À gauche, Svensson. À droite, Ryerson. Dans l'axe, toujours Nmecha, Bellingham. À gauche, Brandt. À droite, Bayer. Et à la pointe de l'attaque, Serhou, Guirassy. Bon, c'était une compo à peu près logique, comme je disais tout à l'heure. Kylian, tu as fait le perfect avec Joël. Tu le sentais vraiment venir, le petit Reggiani? C'était pas facile parce que en vrai, il y avait 4 options. Il y avait effectivement l'option Reggiani, l'option Ruerzon défense et couteau piston. J'ai pas opté pour ça parce que tout ce que j'ai vu de Ruerzon à ce poste, ça m'a pas plu, tout simplement. Ça a été aussi simple que ça. Il y a la troisième option qui était Euskan, parce que toutes les minutes, le faible nombre de minutes de Euskan avec l'équipe cette année, c'était à ce poste-là. Donc Euskan, je me suis posé la question. Et enfin, il y a passé en défense à 4. Mais la défense à 4, je l'ai éliminée parce que à Fribourg, le moment où on passe à 10, parce que Bellingham est exclu, Kovac, même à 10, il reste avec une défense à 3. Donc je me suis dit, c'est pas l'absence de Zule ou Schlotterbeck qui le fera changer d'avis sur ça. Donc à la fin, il me restait soit Reggiani, soit Euskan. Et en fait, mine de rien, Reggiani restait sur 45 bonnes minutes, en fait. Donc, ouais, je suis parti sur ça. C'est ce que je voulais aussi. Et d'ailleurs, même si Zule revient, je veux toujours Reggiani, en fait. Mané, je suis plus ouvert à la discussion. Mais
Je le sentais, c'est ce que je voulais. Je voulais que Kovac ait l'audace de lancer un jeune. Première titularisation de sa carrière en professionnel. Barrage de Ligue des Champions, phase aller à domicile, à un poste absolument clé où aucune erreur est permise. Il fallait avoir les nerfs accrochés. Il a été très bien entouré, très bien épaulé. Et du coup, non, franchement, c'est... Merci, Monsieur Kovac, quoi, parce que pour Reggiani, ça a dû être c'est une soirée qu'il n'oubliera jamais de sa vie, quoi. Ah ouais, c'est clair pour lui, ça c'est extraordinaire à mon avis ce genre de match. Puis en plus 90 minutes quoi, il est même pas sorti, il prend quand même un carton jaune assez rapidement dans la rencontre, donc tu te dis bon, il peut rester un peu, ça peut tout changer sa rencontre, bah, pas du tout, il est resté serein. Bon, après on a eu un Hampton monstrueux, hein, on va en parler juste après, mais toujours il a bien aidé, hein. Aucun but encaissé tant que Reggiani est sur la pelouse. Ça vaut ce que ça vaut, mais écoute, Monsieur 100%, c'est lui. C'est ça. Donc, bon, c'était bien pour lui. Joël, pareil, le petit Reggiani, tu le sentais arriver? Ouais, alors moi je me suis moins creusé la tête que Kylian parce que pour moi c'était une évidence dès le départ. Je me suis moins compliqué la vie que se demander Ryerson et tout. Non, vu qu'il avait fait les 45 minutes d'avant, je voyais pas du tout Kovac tenter de bricoler Ryerson un truc avec Özcan ou descendre Mencha, mettre Özcan au milieu. Pour moi ça paraissait tellement évident en fait. Okay. Et surtout que Couteau revenait de, je sais pas, maladie ou je sais pas quoi. Donc, si t'es pas à 100% sur un match comme ça, tu le joues pas. Donc, ouais, pour moi, c'était plus évident ça que Ryerson. Et pour une fois, okay. Kovac me donne raison. Ouais, et il a été un peu filou, Kovac, parce que dans sa conf d'avant-match, il parle pas du tout de Reggiani. Il dit oui, Özcan peut descendre d'une ligne, Ryerson a déjà joué là et tout. Il évoque pas du tout Reggiani. Il évoque même le changement de système. Et du coup, moi, dans ma tête, j'allais mettre Reggiani et c'était ce que je voulais. Et en fait, quand j'ai eu la conférence, je dis putain, mais en fait, je suis peut-être complètement à côté de la plaque, quoi. Et en fait, non, il a été un peu coquin sur ce coup-là. Bah, je pense que je dirais surtout, c'était pour lui enlever un peu une sorte de pression en lui disant tu seras titulaire. Peut-être. Peut-être aussi, tu sais, de se dire bah attends, on va t'enlever une part de pression en disant putain, tu vas jouer, machin. Ça te permet peut-être de moins gamberger aussi quand t'es un jeune. Ouais, peut-être aussi, ouais, c'est vrai que c'est... 18 ans, 18 ans, on rappelle, Reggiani, important de le rappeler. 18 ans, c'est un U19. C'est ça, donc, ok. Vincent, tu veux rajouter quelque chose sur la compo, vu que on est un peu tous les trois après avoir mis Ryerson dans l'axe et non Reggiani. Bon, après, c'est sûr que la composition, là, comme je la vois, moi, elle m'a plu. Quand je l'ai vue à ce moment-là, elle m'a vraiment plu. Ça m'a fait super plaisir de voir Kovac faire autant confiance à un petit jeune qui sort de notre centre, donc Luca Reggiani. C'est sûr que moi je le voyais pas du tout titulaire parce que moi je fais confiance plus à Franck, hein, parce que Franck nous dit de base que Kovac c'est pas quelqu'un qui fait vraiment confiance aux jeunes et il en a pas sorti beaucoup, voire peut-être même aucun. Mais moi j'aurais plus vu du coup effectivement Ryerson descendre et Couteau prendre sa place. Et là, on voit bien que, en plus avec avec Ryerson à son poste là, il a vraiment mis banquette Couteau. Donc tu vois, moi j'aurais plus pas pris de risque en fait. Mais au vu du match et au vu du match de ce jeune garçon, je suis vachement content pour lui. Et j'espère le voir titularisé plus souvent. Après, j'ai quand même été un petit peu déçu de l'arbitre qui lui a mis quand même un carton jaune, pardon, pour moi qui était quand même un peu sévère. Et je pense qu'il aurait dû être un peu plus psychologue parce que j'ai trouvé ça un peu moyen de lui mettre un carton jaune dès le début du match, quoi. Après, c'est vrai qu'il y a une faute à un moment sur Nmecha un peu identique. Il met pas le carton à ce moment-là, puis là il le met. Donc bon, après c'est vrai qu'il y a clairement faute, quoi. Il touche à aucun moment le ballon, il touche que l'Italien. Puis bon, c'est un Italien, il se roule par terre au passage. Donc non, je veux pas. Après, est-ce que Franck, Max, est-ce que je me trompe si je dis que vous vouliez mettre Reggiani, mais juste vous n'y croyez pas en fait, vous n'y avez pas du tout cru quand vous connaissez un peu la personnalité de Kovac? Vas-y, Franck. Alors, juste une rectification. Reggiani ne sort pas totalement de notre centre de formation. Hein. Pour truc, il sort du centre de formation de Sassuolo. Alors, hein. Sassuolo. Nous, on le reprend de Sassuolo. Hein, et il finit sa formation de jeune. Mais il a intégré d'abord le centre de formation de Sassuolo. Hein,
Et il arrive chez nous en 2024. Donc, ce n'est pas tout à fait nous qui l'avons formé, je veux dire. Juste pour le petit rectificatif. Alors, pour répondre à Kylian, oui, tout à fait. Alors, moi, je voulais le mettre parce que moi, il y avait un gros indice et surtout que j'ai des gens de Dortmund qui m'ont envoyé des photos d'entraînement. Toute la semaine, Reggiani a joué dans l'équipe A, positionné dans cette position. Toute la semaine de l'entraînement. Et déjà même la semaine d'avant. Donc Kovac l'a fait jouer tout le temps dans le 11 titulaire d'entraînement. D'après Runa Richter aussi qui avait prôné, il savait qu'il jouait déjà à partir de dimanche soir, il était déjà prévu. Kovac l'avait déjà informé qu'il se jouerait titulaire. Après, moi, j'ai pas ces infos, je veux dire, truc. Même quand les gens m'ont posté, c'était mon ami York, je lui passe un beau jour, quelquefois il regarde les trucs, je me suis dit, voir Kovac mettre un titulaire, je veux dire, un jeune titulaire comme ça sur un match comme ça, j'y ai pas trop cru. Après, comme a dit Joël a eu le bon raisonnement. Couteau revenait de truc. Je me suis dit, Ryerson, là aussi, tu as eu le bon raisonnement, mais moi, je ne raisonne pas bon. Je ne suis pas bon là-dedans, les gars. C'est pour ça que je suis derrière. Moi, tu fais 10 sur 11, Franck. 10 sur 11, c'est pas dégueulasse quand même. Ouais, c'est pas dégueulasse, mais je ne suis pas bon. C'est pas mon domaine de prédilection. Je veux dire, il faut être honnête, il y a des gens qui sont meilleurs. Moi, si vous me demandez l'historique du BVB, là, je suis bon. Si vous me demandez les trucs de mémoire, là, je suis bon. Mais là, je n'ai pas le raisonnement, je pense, très efficace. Après, je m'y connais, mais ça ne suffit pas, quoi, je veux dire. Mais Joël a très bien analysé, toi aussi, quoi, je veux dire. Et, c'est clair, hein. Après, je veux dire, il faut faire des analyses. Moi je n'ai pas osé. Je me suis dit, comment je ne vais pas le faire. Alors qu'à un moment, je l'avais marqué avant que j'envoie et j'ai hésité et je me suis remis derrière et j'ai refait ma truc. Parce que tout le reste, pour moi, était sûr. Je me suis dit, il va gagner, il va mettre la même équipe, je veux dire. Après, c'était le poste de défenseur central. Et comme tu l'as dit, Kylian, Ryerson n'a jamais donné satisfaction. Il n'a pas voulu changer son système. Et je pense qu'il a eu raison. Parce que quand tu regardes le déroulé, surtout de la première mi-temps, je pense que c'est une des meilleures mi-temps de l'ère Kovac, quoi, hein, avec Barcelone, quoi, je veux dire. En deuxième, ça a été plus dans la gestion. Je ne vais pas critiquer, quoi. Mais voilà. Pour la compo, c'est tout. Ouais, alors moi pour répondre pour Kylian, alors moi le soir, comme vous le savez, moi je fais ma compo avant que vous me donniez les vôtres parce que sinon je me sens un peu influencé. Je voulais mettre Reggiani, je dis écoute, on va attendre la nuit, elle porte conseil et tout. Je me suis levé le matin, j'ai fait non, il va pas mettre Reggiani, il va mettre Ryerson. Et ben voilà, tu vois, j'ai loupé mon perfect sur une nuit. J'aurais dû faire Kylian, pas dormir. Voilà. Comme Kylian écrit à 5h du mat ou n'importe quand de la journée. Je crois que je te l'ai envoyé très tôt encore la compo. Ouais. Mais non, mais c'est vrai que par contre, Franck a souligné un truc important parce que là, on parle beaucoup de Reggiani. Sur le reste, ça fait 3 matchs où rien ne change à part un central. Et c'est satisfaisant. Quand même. C'est ce que je voulais vous demander, c'est est-ce que Kovac n'a pas finalement trouvé maintenant son 11 type, peut-être juste avec Schlotti qui rentre dans cette compo et le poste de Reggiani reste un point d'interrogation entre Chan, Zoule ou autre, mais je pense qu'on est un peu tous d'accord pour dire que ça serait son 11 actuel. Pour février-mars, oui. Après, la concurrence fait que finalement, les postes, ils sont toujours en balance, tu sais. Moi, j'aime bien quand il y a une concurrence légitime et que la hiérarchie n'est pas stable, si tu veux. Mais en tout cas, là, sur le mois de fin février, la grosse séquence là qu'on vient d'entamer, et puis sur mars, effectivement, ça paraît très logique de consolider ce 11-là en intégrant bien sûr Schlotterbeck. Ouais. Voilà, mais ta défense centrale, tu la vois comment les prochains temps? Parce que moi, je me vois malheureusement pas jouer sans Ben Sebaini. Je peux pas dire Vincent parce que j'ai une première place à défendre en fait. D'accord. Je peux pas en parler. C'est vrai. Non, j'ai essayé. Ce qui est certain, c'est qu'il faut intégrer évidemment Schlotterbeck. Mais si je dois être honnête, je sais pas tout à fait qui je fais sauter. Les 3 sont très très bons. Anton est monstrueux, Ben Sebaini est fort à chaque fois qu'il joue. Donc, écoute, chaque match, la question se pose, c'est vrai. La question va être, parce que bon, après, Chan est un peu sur la touche, Mané est un peu sur la touche, parce qu'on a joué très rarement, j'ai regardé toutes les compositions. Si tu intègres Schlotti, on a joué 1 ou 2 fois Ben Sebaini, Schlotti, Anton. Parce que Kovac évite de mettre Anton à droite. Il préfère qu'il soit dans l'axe, quoi, je veux dire. Alors,
logiquement, potentiellement, je veux dire, c'est les 3 qu'on devrait faire jouer. Mais vu que Kovac n'aime pas trop faire jouer Ben Sebaini, Anton et Schlotti en même temps, qu'est-ce que ça va donner, quoi, je veux dire, c'est ça. On a vu, c'est souvent Ben Sebaini qui paye le prix, quoi. Tu vois. Et moi, je trouve pas ça juste. Des fois, il le fait même jouer piston gauche, où j'aime pas trop. Je trouve pas ça juste. J'aimerais qu'il joue avec 2 gauchers, mais c'est vrai que dans son esprit, récemment, c'était plutôt 2 droitiers. Mais intégrer Zuleux, ça me plaît pas trop. Chan, il semble pas fiable physiquement. Donc, est-ce que Reggiani ou Mané peuvent s'installer sur la deuxième partie de saison? La question est, franchement, elle se pose. Franchement. Après, Reggiani, sur un match à domicile, c'est toujours plus simple, hein, quand même. Si tu fais maintenant, on a le même contexte la semaine prochaine, ça va être compliqué pour un jeune comme ça, parce que l'ambiance ne sera pas la même. Hein. Quand tu as tout un stade derrière toi, c'est quand même bien. Quand tu as tout un stade derrière toi, c'est plus compliqué. Pour un jeune de cet âge-là, bon, après, moi, je lui souhaite le meilleur, parce que voir des jeunes dans cette équipe, il n'y a rien de plus beau, quoi, je veux dire. Et surtout que c'est un Italien, donc revenir sur ses terres, jouer là-bas. Bon, apparemment, Schlotti ne serait pas apte non plus pour ce week-end, donc il pourra déjà peut-être jouer déjà à Leipzig. Hein, donc, vu qu'il n'y aura pas de retour ni de Chan ni de Mané. Ouais, et là, ce sera peut-être un test pour lui, parce qu'un match à l'extérieur, bon, après, Leipzig, c'est pas une des plus grosses ambiances qu'il y a, je veux dire, sachant que. Alors, c'est pas une des plus grosses ambiances, c'est vrai. Par contre, il aura en face à face Yann Diomandé, et là, par contre, il va falloir se lever tôt. Et c'est peut-être, on en reparlera quand on parlera de Leipzig, hein, bien sûr, on va passer au match, évidemment. Mais le gros test, parce que là, il n'avait pas un vis-à-vis, je veux dire, Zalewski, c'est pas non plus l'attaquant de l'année, tu vois. Yann Diomandé, là, c'est gros test. Il est fort, hein. Moi, je l'ai vu, franchement, il est très, très fort. Ouais, bon, on en parlera justement après quand on fera le Leipzig. Ben écoutez, on va enchaîner directement avec le match. Donc, si vous suivez le Borussia Dortmund, vous savez que ils se sont imposés 2-0 contre l'Atalanta Bergame. Bon, il fallait être là en première période parce que les buts sont tombés à ce moment-là. Donc, 3e minute. Et surtout, ne pas être en retard dès le début de la rencontre non plus. Parce que dès le début, ça a marqué. Hein. Donc, un match qui avait commencé bien sûr avec 15 minutes de retard, hein, qui était annoncé en raison des problèmes et aussi que le bus du Borussia Dortmund est arrivé. Je crois qu'ils ont mis 1h15 pour faire de leur hôtel l'arrivée jusqu'à leur 11 km. Leur 11 km. Donc, va falloir revoir le trajet. Oui, qui rentre dans le vestiaire et qui débute. Dans le vestiaire, il a vu un vestiaire vide, il savait pas pourquoi. T'es sérieux? Il n'y a que chez nous que ça arrive où le mec rentre dans le vestiaire. C'était qui a déclaré? Non, mais c'est lunaire. Il commence à chausser les crampons. Il a lâché les crampons et quand il s'est dit bon, c'est pour moi, c'est la soirée. Ouais, voilà. Matt, c'est les deux. donc voilà. Écoutez, une première période quand même qui a été très intéressante où on a imposé le jeu. Donc c'est vrai que ce but précoce à la 3e minute a beaucoup aidé. On a l'impression de retrouver aussi un Serhou Guirassy en forme, parce que de nouveau buteur et aussi passeur décisif sur le but des Bayern. C'est vrai qu'on l'a beaucoup critiqué ces derniers temps. Après, il faut le dire aussi quand c'est bien. Donc, et je pense que Kylian, tu pourras nous le dire avec les nombres de duels qu'il a dû encore jouer sur cette rencontre, parce qu'il y en a encore eu une paire. Joël, tiens, je commence avec toi. La première période, qu'est-ce que tu en as pensé? Ouais, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu une première mi-temps aussi aboutie, mais sur les 45 minutes en entier finalement. Parce que des fois, on avait un peu des séquences 10 minutes, un quart d'heure de flottement. Autant là, la première mi-temps, waouh, mais en plus de tout le monde. En première mi-temps, il n'y en a vraiment pas un qui tu peux dire. Vraiment, ils m'ont vraiment surpris, ouais, quand même un peu en fait, faut que je l'avoue. Ils m'ont quand même sacrément surpris sur la première mi-temps. Et puis après, ouais, le fait de marquer en premier te libère aussi. Je veux dire, tu marques à la 3e minute, donc forcément, tu mets tout de suite tout. Tu mets le stade derrière toi, tu mets tout derrière, tout en fait, tout s'est aligné dès le départ. Et ça faisait longtemps que c'était plus arrivé. Et même dans les combinaisons, dans le jeu en déviation à Guirassy,
Guirassy, alors je l'ai trouvé monstrueux depuis cette vidéo avec Franck. Alors je sais pas ce que lui a fait Franck, mais je veux peut-être pas le savoir. mais franchement, je l'ai trouvé, et surtout je l'ai trouvé au four et au moulin. Mais autant il y avait certains matchs à reculer, même nous on le disait, ça voulait faire un peu du Harry Kane. Mais autant là, il a fait un peu du Harry Kane, mais à un sacré niveau. Je l'ai trouvé vraiment très impressionnant. Ouais, il était bas sur le terrain. Ouais, et puis tout était juste, que ce soit dans les déviations, techniquement, en fait, il y a des. Ouais, c'était fluide, même avec Bayer. Alors, Bayer, le pauvre, moi j'en ai rigolé parce que parfois on se demande s'il sait où il doit mettre ses jambes. mais même avec Bayer, c'était franchement, c'était super intéressant. J'ai été très, 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 très surpris de cette première mi-temps. C'est vrai que Bayer, il a encore été très très bon. J'ai trouvé courir partout, à droite, à gauche. Ouais. Et là, ça fonctionne bien avec Serhou. On voit qu'il se trouve. De toute façon, les deux buts sont... Non, c'est Ryerson qui fait la première passe. Ouais. Mais après, sur le deuxième but, c'est les deux. Donc, c'est vraiment très, très intéressant. Et la paire marche bien, en tout cas. On sait très bien qu'il y a un truc qui fait, comme a dit Kylian, quand tu mets les mêmes compos, à un moment, tu as des automatismes qui se créent. Voilà. Quand tu changes 3, 4, parfois 5 joueurs par match, tu ne crées pas d'automatisme. Tu ne crées pas grand-chose, en fait. Et là... Voilà, en changeant 1 ou 2 joueurs par blessure, machin, tu crées des automatismes. Mais ça commence à se voir. On critiquait que ce soit le jeu ou Kovac, mais on voit que quand ça s'enchaîne, là, il y a quand même autre chose à regarder. Regarde les deux au milieu qui enchaînent les matchs à 2. Ah ouais. Ils ont une complémentarité qui est folle aujourd'hui. Ah oui. C'est indéboulonnable les deux maintenant. Quand tu vois ce qu'ils font au milieu de terrain, je veux dire, c'est pas un Sabitzer qui peut rentrer, c'est pas un Oshkan qui peut changer tout ça. J'espère qu'en tout cas ça continuera comme ça. Peut-être à un moment il y aura un turnover pour les faire souffler parce que ils pourront pas enchaîner tous les 3 jours. C'est comme un peu pour la question du défenseur en fait. La seule chose qui va changer, c'est si tu as une blessure ou un suspendu. C'est ça. Si tu prends les 3 de devant, ton milieu de terrain, à part s'il y a une blessure, un suspendu, tu touches pas parce que pour l'instant, et c'est selon la forme du moment aussi, ils sont tous en forme pratiquement aussi au même moment. Donc pour l'instant, les planètes s'alignent. Espérons que ça continue. C'est ça. Et c'est au bon moment, on va dire, parce que c'est vrai qu'on a une semaine bien charnière pour la saison. Allez, Franck, tu peux aller le torse bombé. Voilà. Franck, la première période de ton côté? Ouais, la meilleure que j'ai vue depuis bien longtemps. Comme dit, je ressors personne non plus. Je suis un peu comme Joël. Je suis totalement d'accord. Ça a été un gros collectif, quoi. Je veux dire, il y a des joueurs qui ont été monstrueux. Pour Guirassy, j'étais le premier à le critiquer, je suis le premier à le féliciter. J'ai fait mon petit discours pendant la soirée des fan clubs. Je pense que c'est ce qui a dû le motiver. Ouais, je vois pas autre chose. Personnellement. Ouais. Et après, quand tu le virement était de combien je dois lui faire, le virement que je dois lui faire pour la vidéo, il est de combien? En fait, je l'ai pas encore fait. Donc, si je dirai ça après. Ça marche. En off. Et tu vois, son premier but, alors j'en avais parlé sur ses têtes, mauvais timing et tout. Et là, 2 derniers buts en Bundesliga, et là, timing parfait et tout. Je pense que c'est beaucoup la confiance, mais c'est aussi beaucoup dû à quand même son talent. Je veux dire, quand je critique, je sais reconnaître aussi que quand il joue bien, là, on l'a retrouvé buteur. Bravo à Serhou, je le félicite et je le remercie encore pour la vidéo et sa sympathie encore au moment de la soirée. Et je lui souhaite le meilleur pour vraiment finir en boulet de canon. Après, toute l'équipe, il y a des joueurs qui étaient plus effacés, mais qui ont fait un bon match, je veux dire, en bonne première mi-temps. On a moins vu Svensson, je veux dire. On a moins vu Brandt, surtout de l'autre côté. Mais après, on a vu un stratosphérique Julian Ryerson, je veux dire, qui était vraiment très, très, très bon, quoi. Et Guirassy, mais notre Norvégien voltigeur à droite, il faudra en parler parce que franchement, on pouvait toujours allouer de sa compatibilité, mais là, il y a encore autre chose qui se greffe dessus. Et le milieu de terrain, Bellingham, qu'est-ce qui devient monstrueux. Et Bellingham, Nmecha, je me demande si ce n'est pas le meilleur milieu de terrain qu'on a de la Bundesliga parce que
en ce moment, ce qu'ils produisent au milieu de terrain, franchement, ça fait du plaisir, quoi. Autant au début de saison, on se demandait à quoi sert notre milieu de terrain. C'est vrai. Ben, voilà, je veux dire, franchement, chapeau, je félicite. Franchement, ça m'a fait vraiment plaisir cette première mi-temps. J'étais content pour Vincent et pour Joël qu'ils ont eu une première mi-temps de telle qualité. La deuxième sera un peu moins bonne, mais après, c'était plus sur le déroulé du match. On va laisser un petit regret, on en parlera après, c'est qu'on n'ait pas claqué ce putain de troisième but. C'est tout, quoi. Parce que sinon, je crois que la journée aurait été parfaite. 3-0, c'était parfait. Mais en tout cas, j'étais content pour une grande pensée pour Vincent et pour Joël d'avoir vu une première mi-temps si belle et si bien aboutie, si collective, avec vraiment de belles valeurs défensives et offensives, quoi. Je veux dire, là, tu te dis que peut-être le travail de Kovac paye, quoi, et c'est bien. Franchement, c'était bien. Ouais, ça a pris du temps. Puis après, tu vois, par exemple, Job, où ça a pris du temps. Il lui a fallu 6 mois, là, le temps d'arriver. Il y a peut-être il y a une adaptation, on le sait, à Dortmund, ça prend du temps. Mais c'est vrai que ça fait plaisir à les voir jouer de cette manière. Et même les petits jeux en une passe de une balle qu'on a vu devant la surface de réparation, ça faisait un bail qu'on n'avait pas vu ce genre d'action. Donc on en parlera après avec Kylian. Mais waouh, ouais, ça fait plaisir. Là, tu regardes un match, tu prends plaisir. Tu n'es pas là à te dire bon, il reste combien de temps parce qu'après je vais me coucher, quoi. Donc je me demande, Franck, quand Kovac arrive, il arrive en pompier de service. On lui demande des résultats immédiatement, courts et sans aucun délai. Il les obtient et on l'a suffisamment gratifié pour ça. Et quelque part, il y avait un peu avec Kovac le sentiment de tout le reste, c'est presque que du bonus parce qu'on l'a pris pour une mission à la base qu'il a déjà remplie. Et en fait, je me demande si Kovac, peut-être dans un conciliabule avec Ricken, Kell, bien sûr, l'élite du club, je me demande si en fait, lui, il n'avait pas, dès le début de la saison, des projets long terme, en fait. Lui, il s'est dit, OK, la Champions est sécurisée, maintenant que c'est fait, je vais bâtir mon hégémonie, mon l'ère Dortmund sous Kovac. Et je crois que c'est quelque chose qu'on a un petit peu sous-estimé parce qu'on s'attendait à ce que Kovac ait des résultats tout le temps avec la manière à n'importe quel match. Les résultats, il les a sans la manière. Maintenant, la manière commence la mayonnaise prend vraiment parce que le jeu est de plus en plus présent là, ces 2-3 dernières semaines. Et je me demande si c'est quelque chose on n'en a peut-être pas suffisamment parlé ou peut-être on était tous un petit peu dans l'attente de quand est-ce que le jeu sera suffisamment mauvais pour donner la justification de le limoger. Mais je pense que lui, dans sa tête, il était plutôt dans un plan. Vous verrez, les gars, vous verrez dans 6-8 mois, donnez-moi un mercato, du temps avec les jeunes, et on en reparle. Et je crois que le temps lui donne raison, en fait, à Kovac. Ouais, c'est vrai, c'est pas tort. Ouais, c'est pas tort. Et je pense que, là où il est passé, peut-être on ne lui a pas laissé le temps non plus, quoi. Je veux dire, dans certains clubs, quoi. Je veux dire, il était au Bayern, on demande toujours des résultats et que des résultats au Bayern. Et quand à Wolfsburg et à Monaco, après, c'est des effectifs au début, il n'a pas choisi. Donc, il a mis du temps. Là non plus, il n'a pas. Quand il vient, ce n'est pas un effectif qu'il a choisi. Après, par contre, il a choisi son collectif et ça met. Enfin, ses 3 défenseurs centraux, quoi. Je veux dire. Ses hommes de base, ouais. Ses hommes de base, tout à fait, quoi. Je veux dire. Et en dernier point, pour revenir sur Bellingham, j'adorais Judd. Mais Judd, comme on disait toujours avec Joël, il allait partout et il s'est paumé quelquefois, aller à droite, à gauche, faire au milieu, tout. Il en faisait trop. Par contre, son frangin, il est beaucoup plus calculateur. Il en fait moins dans l'euphorie, mais plus dans la productivité, quoi. Et je me demande si son frère ne sera pas meilleur parce que toutes ses dépenses sont mieux structurées, organisées et tout, dans le jeu vraiment du milieu de terrain, quoi. Il sait vraiment se rendre utile, quoi. Quand tu regardes tout ce qu'il ne faisait pas au début de saison et tout ce qu'il fait maintenant, la progression, waouh. Elle est énorme. Hein. Ouais. Moi, je compare toujours un petit peu ce qui est arrivé à Bellingham, mais après toute proportion gardée, à Wirtz. Il est arrivé à Liverpool, tout le monde en attendait tout de suite. Voilà ce qu'il faisait à Leverkusen. Au bout de 6 mois, les buts, les passes, il les enchaîne comme des perles, en fait. Et c'est un peu comme Bellingham. On en a peut-être, nous aussi, trop attendu tout de suite. Moi, je compare un peu toujours Wirtz et Bellingham, mais comme dit, dans l'environnement, changement de club, gros transfert aussi pour les deux. Pour nous, c'est un gros transfert, Bellingham. Donc, ouais, les attentes étaient peut-être trop élevées dès le départ.
C'est exactement ce que tu viens de dire, c'est qu'au final, on en a fait beaucoup. De toute façon, vous étiez au match d'ouverture où je crois que c'est Franck qui m'a dit qu'il y avait des écharpes à son nom, plein de trucs, des t-shirts et tout. Donc en fait, on l'a mis sur un piédestal, mais énorme. Et parce qu'on sait que c'est son frère et qu'il y allait avoir cette comparaison qui était indéniable. Mais il avait fait que la Championship, quoi. Il sortait d'une saison stratosphérique avec Sunderland. Mais je pense qu'il faut du temps. Et puis au final, le temps est en train de gagner envers lui. Donc, je pense que c'est un garçon qui est très mature, en fait. Parce que franchement, dans son jeu, il y a déjà beaucoup de maturité et beaucoup d'humilité aussi, je trouve, à Joe Bellingham. Il faut se souvenir que la seule exigence qu'il a eue envers Dortmund, c'est « je veux juste jouer », en fait. Si vous ne me garantissez pas du temps de jeu, je vais à Francfort, parce que là-bas, je jouerai. Et il a choisi Dortmund pour ça. Depuis, tu ne l'entends plus. Il joue, il est au service du collectif, comme les autres. Là, je trouve que ce match, en plus, Vincent pourra en parler, parce que je pense que du stade, c'est un truc qui se dégage de la pelouse. Tout le monde fait les efforts pour les autres. Personne ne se cache. Et Job, il s'est vraiment intégré parce que c'est vraiment le 6, quoi. Il a même un petit peu délogé Mecha de ce poste de 6. Mecha joue plus haut maintenant. C'est le 6, tout passe autour de lui, par lui, et il est tellement excellent. Moi, je le préfère déjà à Jude. Jude, il avait un côté, il faut que ce soit l'équipe qui joue pour Jude. Et ça me dérangeait un peu, surtout sur la fin. Là, Job, c'est vraiment le liant de tout ce collectif de Kovac, et c'est un homme de base de Kovac aujourd'hui, il faut le dire. C'est ça. Vincent, tiens, je te laisse la parole sur la première période, vu du stade proche du terrain. Tu en as perdu ta voix sur les buts? Oh oui, clairement. Alors, c'est bien que Kylian parle de Bellingham parce que justement, j'avais quelque chose à dire par rapport à ça. Déjà, moi, on va dire, moi, en fait, pour moi, le match, c'est la première mi-temps. Mais la première mi-temps, ça a été plus de la gestion la deuxième. Mais la première mi-temps, moi, elle se tient en 3 mots. Pour moi, c'est mon avis personnel. Il y a mentalité, il y a la force et il y a l'unité. La mentalité d'avoir vu déjà nos jeunes tenir aussi longtemps sur leurs prestations, qui a été extraordinaire pour moi, alors que je n'y croyais pas. Je vais être honnête avec vous. Enfin, c'est pas que je croyais pas en la victoire, en la défaite, c'est que je voyais du mal voir Dortmund faire un beau jeu face à cette équipe. Je suis honnête. Ils ont pratiqué un football également très fort, dans le sens où je les ai vus rentrer dans les Italiens, ils leur ont rentré dedans, littéralement. Et j'ai aussi vu un collectif. Et ça m'a fait vraiment plaisir à voir. C'est même, tu vois, même autant les 2 buts sont importants au niveau du résultat pour le match retour, mais ça a été plus important de voir une équipe qui a su jouer au foot et qui a su montrer ce qu'elle était vraiment capable de faire. Elle a su aussi remercier aussi le public les supporters qui ont donné de la voix. Et il faut pas oublier, comme le Franck le dit souvent, il y a énormément de personnes qui font des déplacements d'Europe, parce qu'on n'a pas que des supporters en France ou en Allemagne, il y en a qui viennent de partout. Et c'est un immense remerciement de leur part. Et pour parler aussi de Bellingham, sans compter effectivement Guirassy qui a été stratosphérique, Bayer, ça fait plaisir à voir, Ryerson, il commence à faire des prestations de plus en plus remarquables. Ça, il y a personne qui pourra dire le contraire. Mais pour parler de Bellingham, je vais quand même faire mon plus grand mea culpa parce que au tout début de la saison, je l'ai quand même qualifié de flop et je m'en excuse parce que j'ai eu effectivement l'occasion de le voir de près. J'ai observé pratiquement que lui parce que on va dire que c'est un joueur qui avait énormément de choses à prouver et je vois un comportement chez lui et Kylian a dit exactement le terme qu'il fallait, il est mature, c'est peut-être un des joueurs les plus matures sur le terrain, il a le visage fermé, il pense qu'au ballon, il pense qu'à son football, il pense qu'à son travail et il devient un des meilleurs joueurs de l'équipe et pour moi c'est titulaire indiscutable. Je m'excuse pour ce que j'ai pu dire sur lui et j'espère que ça va continuer comme ça. Ok, écoute, on pourra en reparler à la fin de saison, quand on fera un peu les top et flop de
au mois de juin. Mais en tout cas, c'est de très bon augure pour la suite, et en espérant qu'il n'y ait pas de blessures et que ça continue de cette manière, hein, parce qu'on connaît le Borussia Dortmund. Aujourd'hui, on est en haut, et dans deux matchs, on a peut-être tout changé notre discours. Hein, donc voilà. Je vais essayer d'être un petit peu moins sceptique. Je vais faire confiance en l'équipe parce qu'à un moment donné, on aime Dortmund, on sait pourquoi. Mais cette soirée que j'ai vécue hier, ça a été un des plus beaux matchs que j'ai vu, malgré que c'est que des barrages. Hein, parce que si on arrive à passer, faudra pas oublier les deux géants qu'on est susceptible de se taper. Hein. J'ai vu que c'était c'était soit Arsenal, soit Bayern, et ça risque d'être quand même compliqué pour nous. Mais si on arrive avec cette mentale, on devrait aller en bombant le torse. Oui, de toute façon, après, tous les clubs qui seront qualifiés, de toute façon, méritent d'être qualifiés. Donc, ça sera. Il n'y a pas de petit club à ce moment-là. Donc, oui, voilà, Franck. Et à notre âme au prochain tour si on arrive à se qualifier. Après, voilà, il reste encore un match retour. Tout n'est pas fait. C'est qu'un score de 2-0. Donc, il y a encore 90 minutes à jouer. Kylian, je te laisse. Demandez Kylian et ses rêves, comment on va faire pour se qualifier, quoi, parce que... Alors, je ne vais pas énormément parler parce que j'ai beaucoup d'images à vous montrer. Prenez-vous un thé, un café, ce que vous voulez. On va essayer de rentrer un petit peu dans les viscères du football de Kovac. J'ai fait ce que j'ai pu parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses positives, surtout sur la première période, et on va essayer de décortiquer un petit peu tout ça. Avant, j'ai deux choses à préciser. Un, Bellingham, c'est que 20 ans. Peut-être qu'on ne l'a pas assez dit. Il a 20 ans, Jude Bellingham. C'est un gamin. Il découvre le haut niveau. Et le niveau qu'il a, c'est absolument phénoménal. Deuxième chose, ça me paraît important de l'évoquer quand même. Très rapidement, on ne va pas s'étendre sur ça. Guirassy a rendu hommage à un proche disparu après son but. Évidemment, toutes nos pensées vont verser au Guirassy. Je ne peux pas m'empêcher de penser que ça méforme depuis 2-3 mois, plus que ça. Il est forcément lié. Peut-être qu'il a attendu aussi le temps de faire son deuil avant de l'annoncer comme ça en match avec une célébration sur le t-shirt. On ne sait pas tout à fait qui est cette personne décédée. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est un membre de la famille. C'est sa nièce, ouais. D'accord. Donc, une personne de la famille. Évidemment, ça joue sur le moral. Évidemment, ça explique aussi certaines choses. Le personnel passe toujours devant le football. Donc, on pense très, très fort à lui. Et c'est un bonheur de le voir marquer à nouveau. On a besoin de lui en forme, mais ça me paraissait important de l'évoquer quand même. Oui. Voilà, allez, rentrons dans le cerveau du match. Il y a beaucoup à dire. Ouais. Et on va commencer. Normalement, je vous le dis, il s'est défoulé parce que dimanche, il ne sera pas là pour Leipzig. Donc, il vous a envoyé 20 images. Donc, prenez plusieurs thés. Ouais. Alors, il y a beaucoup en première, un peu moins en seconde. Mais effectivement, on va commencer dès la 30e seconde de jeu. Ouais. En fait, pourquoi c'est important de regarder ça ? Parce qu'il n'y a rien de plus révélateur sur le positionnement d'une équipe que le coup d'envoi. Le coup d'envoi est donné, premier grand angle de la part du réalisateur allemand. Clairement, en phase défensive, le ballon va arriver dans les pieds d'Ederson, là, en bas à droite. C'est un 5-3-2. Ce 5-3-2-là, en phase sans ballon, on va essayer de se le garder dans un coin de la tête parce qu'on voit qu'il est très évolutif. Et il est évolutif selon le désir de un joueur en particulier. Et on en parlera quand on analysera des séquences différentes. Gardez ce 5-3-2 en tête, parce qu'en fait, le pressing est dirigé par un mec unique, et on va y revenir sur les séquences d'après. Là, ce qui emmène le but, ça commence déjà par ce long ballon de Rami Bensebaini. Donc, on a en fait un positionnement clairement en 4, puisqu'on voit que Ryerson est très haut. C'est quasiment un 4-1-6, j'ai envie de dire ça un petit peu comme ça, puisqu'on a toujours ce Jude Bellingham qui est toujours en plein milieu, toujours marqué. Vous verrez, Bellingham, il a toujours un mec à son cul. Ou peut-être que c'est lui qui est toujours au cul d'un mec, ça c'est possible aussi. Mais Bellingham ne se projette jamais. Il a vraiment ce rôle de 6 qui tient sa défense devant la défense. Et donc, sur ce long ballon de Bensebaini, c'est le seul joueur
à vocation, on va dire, semi-défensive, à ne pas se projeter. Tous les autres le font. Et on a Daniel Svensson qui propose un appel court, long ligne de touche. Ben Sebaini balance devant. Donc, l'appel initial, je sais plus, je crois que c'est Mecha sur ce côté-là. Vas-y, on va le voir après de toute façon. Je crois que c'est Mecha qui arrive de ce côté-là. Ah non, c'est Brandt. Non, c'est Mecha. C'est Mecha. Ah oui, Brandt, lui, il a pris le premier poteau. Donc, Mecha arrive ici. On a toujours cette situation de 1, 2, 3, 4, 5 contre 5 à négocier. Et on a Bayer qui, lui, attaque parfaitement l'espace second poteau. Brandt, lui, attaque l'espace complètement libre. Quand Mecha fait cette passe-là, il y a le retour, je pense que c'est Kusunu. Franchement, je me dis, ouais, les gars, comment ça fait pas but? Comment ça fait même pas tir, en fait, puisque Kusunu se jette pour intercepter le ballon. Il la donne pas très, très, très bien en réalité. Ça manquait un petit peu de punch, cette passe de Félix Mecha. Donc, ça n'arrive pas dans les pieds de Brandt. Pourtant, on va voir que Maximilian Bayer, lui, il a vu l'espace avant tout le monde. Vas-y, continue un petit peu parce que son appel second poteau, eh ben, il y est toujours en fait au second poteau et il est tout seul au second poteau. Ça finit par revenir encore une fois dans les pieds de Mecha. On voit appel court de la part de Guirassy qui est tout seul. Appel court de la part de Ruerzon derrière qui est aussi tout seul. Et on voit qu'en fait, les 1, 2, 3, 4, 5 défenseurs de l'Atalanta qui sont dans la surface de réparation, il y a les 2 qui vont effectivement bloquer le centre ou bloquer Julian Brandt. Les 3 autres sont quand même très mal placés. On note le retour de Ederson sur la gauche. Ederson, c'est le seul joueur de l'Atalanta à ce moment-là qui revient sur la phase défensive. Et d'ailleurs, Ederson, c'est sûrement le seul joueur de l'Atalanta qui a fait un bon match aussi. C'est parce que sur tout le match, ça a été vraiment le distributeur de jeu de l'Atalanta. On le reverra plus tard. Tout ça pour dire que Bayer fait l'appel, seul second poteau. Mecha le sert. Et alors, juste après, les gars, il y a le contrôle 5 étoiles de Maximilian Bayer en porte-manteau, pleine extension comme ça. Franchement, il faut le faire. Il est dos à tout, là. Il est dos au but, il est dos au jeu, il est dos à ses partenaires. Difficile de savoir comment faire. Mais la justesse du geste technique, c'est pas le premier qui nous fait cette saison. Et c'est pas le dernier, même dans ce match. Il y a eu quelques gestes catégorie élite de la part de Maximilian Bayer. On voit Julian Ruerzon qui se dirige vers l'espace libre, zone droite de la surface de réparation. Pour le reste, Ederson est revenu. Mais moi, je souligne surtout la science du placement de Serhou Guirassy, qui, au milieu de 1, 2, 3, 4, 5 défenseurs de l'Atalanta, il sait parfaitement où se placer pour être au marquage de personne. Et on va voir qu'en fait, ça va payer surtout, puisque à la fin, y a un gros repli défensif de la part des joueurs de l'Atalanta. Les joueurs de Dortmund vont monter aussi un petit peu. Tu peux passer à celle d'après, s'il te plaît, parce que celle d'après, ça va être le centre. On voit que là, voilà, on voit même que Reggiani commence à arriver ici. L'Atalanta s'est beaucoup rassemblé. Ruerzon fait le centre. Au moment du centre, il y a 3 joueurs de Dortmund qui sont au milieu de la défense. Et c'est un truc que j'ai remarqué depuis le match. Ça fait maintenant 2 matchs, en réalité. Depuis Mainz, et même le match avant. Le positionnement du jeu sans ballon des attaquants de Dortmund a clairement changé. Notamment Bayer. Encore une fois, Bayer, là, il a le numéro 1. Il ne peut pas être mieux placé. Julian Brandt est en numéro 2 et Guirassy, c'est celui qui va recevoir le ballon. La détente de Serhou Guirassy. Ça, c'est quelque chose aussi que moi, j'avais un petit peu oublié, honnêtement. Donc, ça va finir par faire but. On voit au second poteau Daniel Svensson qui vient pour couper. Donc, ça, c'est le rôle maintenant des pistons de Kovac. Et ça finit par faire but. Et même au moment où ça fait but, il y a toujours Brandt tout seul et il y a toujours Bayer tout seul dans la surface de réparation. J'ai du mal à savoir si c'est parce que l'Atalanta défend mal ou si parce que tout simplement nos joueurs ont une meilleure vivacité d'esprit et savent exactement où se placer, comment sentir le jeu. Pour être positif, j'ai envie de croire que c'est ça, parce que ça s'est répété en fait toute la première période. Et donc ça fait 1-0, 3e minute de jeu. On salue Antoine Martin et Christophe Lolichon, les commentateurs de Canal. J'en place une quand même pour Canal. Ah oui, c'est vrai, ça il fallait que je le dise. Franchement, Canal, c'est autre chose, quoi. Je trouve que la façon dont ils gèrent le son du stade, t'as presque l'impression d'y être, alors que sur beIN, c'est un petit peu plus étouffé, je suis un petit peu moins fan. Bon, bref, on arrive à la 3e minute, 1-0. Maintenant, on va voir, parce que c'est facile de décrypter les actions offensives. C'est un petit peu plus compliqué de le faire sur les actions défensives, mais je vais essayer de mettre en valeur ce que Kovac a fait, ce que les gars ont fait sur le terrain, parce qu'ils ont complètement asphyxié l'Atalanta Bergame. Passer une ligne de 5-4 comme ça, il n'y a aucun espace. Aucun joueur n'est vraiment libre en réalité à ce moment-là. Il n'y a que Ederson, encore une fois, dans le cercle blanc au milieu de terrain. C'est le seul à vouloir décrocher un petit peu. On a vu aussi sur certaines phases que Guirassy et Brandt
étaient interchangeables de leur position. On a vu Guirassy très proche de la ligne de touche. Hein. D'ailleurs, le deuxième but vient d'une action comme ça. Et Brandt en pointe de l'attaque. Ce genre d'occasion-là, là, actuellement, l'Atalanta ne peut rien faire. Il n'y a absolument rien à faire. Chaque joueur est au marquage. Chaque mec à Dortmund a son duel. Pourquoi ? Parce que quand tu es en 3-4-3 et que tu affrontes un 3-4-3, la différence, elle se fait surtout sur les défis physiques individuels. Chacun a son mec. Et là, ça se voit. Chacun a son mec, concrètement. Malgré tout, le fait que Ederson décroche un petit peu, vas-y Maxime, passe à celle d'après. Le fait que Ederson décroche, ça fait sortir nécessairement Bellingham de sa ligne et ça crée un espace dans son dos que Ederson exploite complètement avec la perfection. Et il va trouver Scamacca, qui est pas du tout seul dans la surface. Il a vraiment Anton sur le dos. Ce qui est impressionnant là-dedans, parce que je voulais trouver un moyen de mettre en valeur ce qu'a fait Anton en fait dans ce match. J'ai trouvé plusieurs choses, mais là, regardez, on est à 33 minutes 44 secondes précisément. Le ballon part du pied de Ederson pour trouver Scamacca. Il va effectivement trouver Scamacca. Et on voit qu'en fait, sur la slide d'après, on est à 33 minutes et 49 secondes. 5 secondes plus tard, Scamacca, il n'a toujours pas réussi à se retourner. Anton, il a tenu le mec sans faire faute, sans récupérer le ballon, hein, bien sûr. Mais surtout, il a permis pendant 5 secondes à toute l'équipe de repasser derrière le ballon. Ça, messieurs, c'est une classe mondiale de défense en 1 contre 1, parce que ça va finir après tranquillement en centre dans les gants de Kobel. Garder un mec comme Scamacca qui est un colosse hein, quand même. C'est quelqu'un dans les duels, il faut se le coltiner, ne pas faire faute, l'empêcher de se retourner. C'est le dernier défenseur. Repasse à celle d'avant qu'on se rende compte un petit peu. Il n'y a personne derrière lui. Là, Anton, c'est le dernier rempart. Après Anton, c'est Kobel. Et pourtant, pendant 5 secondes, il a permis à toute l'équipe de repasser derrière le ballon. C'est niveau élite, honnêtement. C'est difficile, effectivement, de se rendre compte sur des images fixes, mais c'est impressionnant ce qu'il a fait au marquage tout le long du match. Anton, match monstrueux de Valdemar Anton. On va passer à la 41e. Alors ça doit être d'où vient le 2-0, je pense. On est sur une phase de défense à 4. Ce que j'ai trouvé intéressant, et je ne l'ai pas mis en image, c'est qu'on a vu Kobel régulièrement sortir de sa surface de réparation balle au pied pour pousser Svensson très haut dans le couloir et être un vrai acteur du jeu. D'ailleurs, j'ai trouvé que le jeu au pied de Kobel sur ce match, il y avait une vraie amélioration. À un moment donné, il fait une demi-volée couchée, ça arrive sur la poitrine de Guirassy. C'est assez fou comme action de sa part à lui, quoi. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas évoqué, tiens, le jeu au pied de Kobel. Mais donc là, on a Ben Sebaini, donc phase de défense à 4, 2, puisqu'on voit Mecha et Bellingham qui sont en paire et qui sont d'ailleurs aussi au marquage individuel avec De Roon et ça doit être Ederson, l'autre. Et donc, il y a 4 offensifs, dont Ruerzon, qui était très très haut encore une fois sur ce terrain. Ça arrive dans les pieds de Svensson. Le mec qui est au duel avec Svensson, il enclenche son pressing. Il n'y a pas beaucoup de temps pour prendre la bonne décision pour Daniel Svensson. Pourtant, ce qu'il va faire, il va faire quasiment la même chose en fait qu'a fait Guirassy. Vas-y, passe à celle d'après. Qu'a fait Ben Sebaini. Il va envoyer un long ballon devant. Parce que c'est pas vraiment possible de la renvoyer en retrait. Il y a clairement, je pense que c'est Scamacca qui va couper la ligne s'il la remet à Ben Sebaini. Et dans l'axe, le 2 contre 2, il est quand même risqué. Position basse, même si ta défense elle est en place, si tu donnes un ballon à Mecha ici, tu le fous dans une merde. Donc, long ballon, très long ballon, pour... Et c'est Serhou Guirassy, en fait, encore une fois, qui est donc dans ce jeu de déviation, où il est sans doute l'un des meilleurs du monde, hein, il faut le dire. Guirassy, c'est pas un tueur, non, c'est pas non plus ce que je crois, mais par contre, dans le jeu de haut but, c'est un mec sur qui tu peux t'appuyer. Vas-y, tourne un petit peu, on va voir le jeu de Guirassy. Guirassy qui a remis donc sur Mecha, là le ballon il est dans les pieds de Mecha. On voit dans l'axe que Bellingham est encore une fois pris par Ederson qui a jamais lâché Bellingham du match. Et d'ailleurs les deux ne se sont pas lâchés. Mais on voit surtout qu'il y a Svensson, Mecha, Guirassy, les 3 sont sur la ligne de touche avec chacun de leurs mecs dans leur duel. Hein. Alors j'ai pas le nom des mecs de l'Atalanta, mais ils sont tous plus ou moins là où il faut être. Et pourtant, grâce à la passe de Mecha qui va aller après loin derrière la ligne, ils arrivent à se sortir d'une situation où il y a genre 1 mètre de large. Il y a 1 mètre de large en 3 contre 3 à gérer et ils s'en sortent malgré tout. Et j'ai beaucoup apprécié le déplacement de Julian Brandt qui propose un jeu en troisième homme, pour éventuellement recevoir une passe de Mecha et lancer Guirassy dans la profondeur, qui fait un sprint. On ne l'a pas vu faire ça de la saison. Là, c'était Serhou Adeyemi qu'on a vu sur cette action-là.
À la fin, Brandt, du coup, ne touchera pas le ballon. Ça part directement, passe magnifique de Félix Mecha. Et il faut noter aussi, parce que le buteur, c'est Bayer. Où est Bayer au moment où on lance cette action-là? Il est dans le rond central, les épaules orientées, encore une fois, vers où? Vers le second poteau. Sa zone vraiment préférentielle. C'est là où l'action va se terminer. Vas-y, tu peux avancer. À mon avis, tu as loupé. Tu as dû louper. Oui, voilà, c'est ça. Donc, la grosse course de Maximilian Bayer qui a pris toute la défense à revers concrètement. Ça arrive sur un centre pied gauche de la part de Guirassy et ça fait but. Les deux buts se ressemblent dans leur construction. Ballon long dans le dos de la défense pour au final venir terminer second poteau parce que Maximilian Bayer, dans ses déplacements, est juste plus intelligent que les autres. Il est aussi peut-être plus rapide que les autres, mais la vitesse, ça suffit pas. On voit Adeyemi qui est en crise de forme en ce moment, notamment pour ça. C'est un mec qui s'est vachement amélioré sur le jeu de position, sur comment sentir le foot. On sait que Brandt a un niveau élite largement au-dessus de la moyenne dans le QI foot. Maximilian Bayer, il y a un vrai progrès à ce niveau-là. Et ça fait donc 2-0. Passons un petit peu. Alors, le coup franc de... Non, là, on est en seconde période. Ah oui, c'est parce que tu as... Oui, ok, je comprends ce que tu as fait. En fait, ça, c'est le coup franc de Ruerzon qui finit sur la tête de Anton. Je pense que la tête de Anton, tu as dû le mettre à la toute fin du diapo, je pense, parce qu'il n'y a pas de timer sur la tête de Anton. Ouais, j'ai coupé le micro, pardon, ouais, c'est ça. Ouais, en fait, ça, c'était uniquement pour symboliser que pour moi, dans le match, il y a 2 occasions d'en mettre un troisième. Le fameux troisième dont parlait Franck. Ça en fait partie. Comment Waldemar Anton, dans un match aussi fou que ça, où il est si bon, comment ça va pas au fond? Monsieur Anton, il faut cadrer. Alors, on voit là sur le ralenti, même si c'est flou, il est un petit peu bas, il saute sans doute un petit peu trop tôt, etc. Mais, c'est dommage, c'est pas passé à grand-chose. On a vu beaucoup de choses très bonnes dans la première période. Et moi, ce qui m'impressionne le plus, c'est le jeu de déplacement, le jeu de placement des joueurs quand ils n'ont pas le ballon. On savait Brandt très bon là-dedans, mais Bayer, c'est un niveau encore au-dessus. Guirassy aussi. Et puis, juste Job Bellingham, quelle intelligence. On voit Mecha transformer aussi à ce niveau-là. C'est une équipe qui grandit. Et là où on pouvait commenter un certain statique dans le jeu de position de Kovac, aujourd'hui, tous les mecs sont réversibles, intervertibles. Et franchement, ça a été un régal à voir. Même si ça ne fait que 2-0 entre guillemets, dans le contenu, la Atalanta, ils se sont fait bouffer partout. C'est ça. Donc, comme tu l'as dit, 2-0 à la mi-temps. Bah, écoute, merci Kylian pour tout. Si vous n'avez pas vu la première période, regardez juste le live en quelques images. Vous avez vu les différentes occasions. Je vous le dis, il vous a tout décrypté. Bon, et j'ai tout compris en plus. Oui, non, c'est très bien expliqué. Champagne. Olé. Mais en tout cas, si Dortmund recherche un analyste, venez, on en a trouvé un pour vous expliquer à Kovac. Franck, t'es tombé ou T'es tombé. Bon, il est plus là. Donc, il va revenir. On va attaquer brièvement la seconde période parce que c'est vrai qu'elle était beaucoup plus gérée, on va dire, par l'équipe du Borussia Dortmund, avec son avance, bien sûr, pas malgré. Voilà, quelques petites occasions. Il y a une occasion, je crois, de Brandt en début. Où, ça a demi-volé, hein. Ouais, ça a demi-volé. C'est dommage qu'il n'arrive pas à la mettre parce que c'était un peu cadeau. C'était la vidéo que tu nous as envoyée, Vincent. Mais voilà, plusieurs contre-attaques, un petit manque de réalisme, comme disait Franck tout à l'heure. C'est dommage de ne pas avoir mis ce troisième but parce que ça aurait vraiment ouvert les portes des huitièmes. Voilà. Donc voilà. Joël, tiens, si tu veux dire quelques mots sur la seconde période. Oh oui, je n'ai pas du tout aimé la deuxième mi-temps. Pas du tout. Parce que c'est comme dans un match, on dit toujours le plus difficile, enfin pas le plus difficile, c'est de mettre le troisième en fait. Parce qu'au deuxième, tu sais que l'équipe fait 2-1, ça pousse fort. Le troisième, le match, il est plié. En fait, c'est qu'on n'est pas cherché parce que, comme a dit Kylian, la première mi-temps, on a roulé sur Bergame. Ils m'ont... Surtout qu'ils avaient battu la Lazio 2-0 là-bas ce week-end. Je me suis fait, putain, ça va être compliqué. Alors je les ai vus, ils étaient fantômes, transparents. Bonsoir. Bonsoir. Donc je me suis dit, tu sors quand même d'une première mi-temps où, ouais, voilà, elle est exceptionnelle.
Ah, bah, il est reparti. Comment, en fait, la deuxième mi-temps, tu peux la gérer autant? Essaye de mettre le troisième. Si à 3-0, tu le gères, pas de problème. Mais j'ai trouvé pas qu'on l'a pris un peu à la légère. C'est peut-être un peu exagéré, mais ouais, on l'a peut-être un peu trop géré. J'ai vraiment pas aimé la façon de faire plus que l'analyse, on va dire, technique, machin. Mais j'ai pas trop aimé le comportement. J'ai vraiment pas kiffé. Ouais, bah, en fait, on avait ce côté où on gagnait 2-0, donc tu disais que tu avais un petit coussin, tu étais tranquille. Ouais, mais On va gérer, en fait. ouais, c'est ça, mais en fait, non, parce que, comme on le dit toujours, on va prendre un exemple, on prend le Bayern, ils gagnent 2-0, ils rentrent sur la deuxième mi-temps pour en mettre 3-4, on s'en fout, en fait. Et c'est ce que nous, on n'a pas, c'est comme dit, voilà, ouais, bah, c'est cool, on gagne 2-0, bon, on va rester à 2-0, on va pas se fouler non plus, on a fait une bonne première mi-temps. Et ouais, et moi, comparé par contre à Vincent, j'ai trouvé l'ambiance absolument cataclysmique. Hein. Ah bon? Ah ouais, putain, d'accord. à T'étais la à deuxième Dortmund? mi-temps. Ah bah putain, je crois. Ah bah l'ambiance de la deuxième mi-temps est à l'image de ce qu'il y avait sur le terrain. Hein. Ah non, oui, ça, je suis d'accord, mais ouais, oui, j'ai compris. Ok, oui. Je veux dire, C'était quand tu me dis que moins l'ambiance c'était du intensif. feu, l'ambiance Bah, était la un peu en première mi-temps, mais après la La deuxième première mi-temps, ouais. à la première On mi-temps, était un tu peux peu. t'endormir, il dit la Sud, elle t'aurait pas réveillé. Hein. Là, tout le monde Ah, s'est je sais pas. endormi en ce moment. Ah oui, mais tu sais, on a souvent, avec Franck ou avec d'autres, il y a d'ailleurs un mec au boulot qui m'a posé la question, c'est comment l'ambiance à Dortmund? Bah, je vais être très honnête, je la trouve vraiment de pire en pire. Hein. Bah, ça restera un avis personnel. Hein. Oh, c'est Bon, pas non, bah, de étonnant. toute façon, il y a que vous qui y allez souvent, donc qui pouvez confirmer ces Trouve que propos. Hein. d'année en année, de match en match, c'est là la deuxième mi-temps, pousse-les, en fait, pousse Ouais. à faire. Bah non, Ouais. ça a vraiment Depuis été comme sur le terrain. Ouais, depuis fin 2017, ça fait que descendre l'ambiance à Dortmund. Depuis le Covid. Le Ouais. Covid a tué encore. Ouais, déjà, ouais. Mais a déjà accentué même avant, je trouvais que c'était. Ouais. Franchement, moi, les meilleures ambiances, je les ai vécues en 90, l'époque Klopp. Mais depuis 2016, je ne retrouve pas le Westfalenstadion que j'ai déjà senti meilleur que ça. Là, franchement, ça ronronne, quoi. Je veux dire. Moi, j'ai pas trouvé l'ambiance folle, hein, je veux dire. Hein. Non, on a fait. J'ai fait des matchs en Ligue des Champions où ouais, le match était le même, tu gagnais machin, mais putain ça. Voilà, ça, je sais pas, ça poussait, ça en cours. Ouais, c'est ça. Bah voilà, c'était moi cette deuxième mi-temps, c'était. Le dernier, c'était la demi-finale contre le PSG. Là, j'ai senti un Westfalenstadion bouillonnant, quoi. Ouais. Là, c'était bouillonnant. Mais depuis, on a. Mais tu as le contexte aussi. Tu es en demi-finale, oui. etc. Là, tu es dans un play-off. Déjà, tout le monde était peut-être gavé avec la route. Donc, mais après, ça n'empêche pas que tu vas au stade, tu vas supporter, quoi. Sinon, tu restes devant ton écran si c'est pour rien dire. Mais après, ouais, c'est un match de semaine. De toute façon, vous le savez tous, que les matchs de Ligue des Champions, c'est pas là où il y a la plus grosse ambiance et qu'il n'y a pas les supporters férus qui sont plus là pour la Bundesliga, comme tu nous dis, Franck. Hein. Donc, tu interroges un supporter allemand, quand tu lui demandes qu'est-ce qu'il préfère gagner, il va te dire Bundesliga, Pokal, et derrière, pour eux, c'est une Coupe Afrique. Donc, dans l'essence même d'un fan. Que l'hymne a été bien sifflé au début. Dans l'essence même d'un fan du Borussia Dortmund, la coupe aux grandes oreilles, ça a plus de valeur. Enfin, ça n'a plus de valeur maintenant. Même j'ai trouvé, je parle juste pour la deuxième mi-temps, en dehors même de ça, il n'y avait rien, il n'y avait aucun chant qui, comme on dit, ça claque, tu vois. Ouais. Cette deuxième mi-temps, elle a été dans les tribunes, mais soporifique. Et même Oui, c'est ça ma question. Tu les as trouvés comment, les mecs de Bergame? Alors, j'en ai parlé à la fin du match. Moi, j'avais ce souvenir de Bergame à 8000 chez nous qui aurait mis à l'amende n'importe quel stade allemand, yougoslave, de tout ce que vous voulez. À 1500, ils ont été horribles. Ah ouais, d'accord. Alors que moi, j'en avais un souvenir d'une. Ah ouais. Après, voilà, ils étaient 8000, peut-être un autre. Mais là aussi, c'était en semaine, ils avaient la même distance, ils avaient tout pareil. Là, encore, non, c'est Ligue des Champions. Autrefois, c'était l'Europa League. Ils auraient pu prendre. Il y avait une vente aussi libre. Ils auraient aussi pu très bien prendre des billets. Ouais. Et je les ai trouvés.
Ouais, on les a pas beaucoup entendus. Hein. Ouais, mais tu vois, moi j'en avais vraiment une image de Bergame. Moi, ça restera en termes d'ambiance d'un bloc C'est visiteur Ouais. le plus beau que j'ai Ouais. fait à Dortmund Mm. avec nos amis des Bleus quand ils viennent. Mais voilà, la distance n'est pas la même. Ce qu'il y a autour n'est pas pareil. Là, je vais dire, dans notre club, ça a été mon. Ah, ils m'ont scotché. Hein. Oh, ils ont été mais monstrueux. Et là, voilà, flop. Ok. Bon, bah, comme quoi, hein, des fois, en quelques saisons, ça peut changer. Hein. Ah oui. Donc, voilà. Franck, du coup, la seconde période, et je crois que tu voulais dire quelque chose par rapport à ça tout à l'heure. Non, je pense que vous avez tout dit. Ça a été de la gestion. C'est le point négatif quand même. Je veux dire, on a fait de la gestion. Et le 3-0 nous aurait permis de voyager plus simplement sur le retour. Ouais. Parce que là, tu prends un but tout de suite au départ là-bas. Ça risque d'être très compliqué, quoi. Hein, je veux dire, parce que je veux dire, on ne sera pas chez nous. Hein, je veux dire. Et j'en veux un peu à notre ami Brandt, hein, de ne pas avoir mis cette cacahuète là où il fallait. Bon, il n'est pas le seul non plus, hein, je veux dire. Mais c'est la différence. Il y a quelques. Enfin, le Dortmund des années 90 et le Dortmund de Klopp, je l'aurais mis 3-0. Parce qu'on avait plus la science offensive, quoi, je veux dire, et moins un calculateur, quoi, je veux dire. Bon, maintenant, je veux dire, on a fait une très belle première mi-temps. On ne va pas non plus l'en vouloir. Il y a tellement d'échéances que je pense qu'à un moment, Kovac a fait les changements assez tôt pour pouvoir faire reposer pas mal de cadres pour les prochains matchs. C'est compréhensible aussi. Hein. Dans les années 90, on ne jouait pas tous les 3 jours. Hein. Maintenant, oui. À l'époque de Klopp, on ne jouait pas non plus. Enfin, on jouait un peu plus, mais pas autant que maintenant. Donc, il faut savoir aussi, ça fait partie maintenant de la nouvelle génération du football. Il faut savoir gérer aussi, quoi. Je veux dire, même pendant les matchs, les prochains matchs, quoi, je veux dire. Quoi. Bon, donc, voilà. C'est ça, il faut gérer son groupe et gérer l'état de fatigue de chacun. Il y avait aussi, moi perso, j'ai été très déçu par l'entrée de Adeyemi. J'ai trouvé qu'il a servi strictement à rien. Encore une fois, il voulait faire du MMA à certains moments. Et je l'ai trouvé vraiment pas concerné. Je crois que c'est toi, Kylian, qui dit même la situation a retourné. Maintenant, c'est Job qui gueule sur Adeyemi et puis Adeyemi sur Job. Exactement. Ouais, j'ai été hyper déçu. Je me dis, bon, ça va ramener un peu de fraîcheur, ça va ramener de rapidité. Bon, il a eu quand même quelques petites occasions et il n'a pas été servi à certains moments. Quand je le vois partir tout seul et il y a Choupo-Méca qui, au lieu d'aller regarder à droite, il regarde à gauche. C'est ce qui est un peu dommage, Ouais, mais perso, très déçu. Adeyemi, je suis désolé, il a du talent, mais depuis des années, il confirme nulle part, quoi. C'est ou ses problèmes personnels, ou je me fight avec un autre, ou je fais un très bon match, tu te dis qu'il a une certaine classe, mais on critique Brandt parce qu'il ne peut pas aligner 5 matchs, mais Adeyemi ne peut pas. Adeyemi, il y a un certain niveau plafond qui semble être atteint, en fait, et qui est frustrant parce que peut-être qu'on s'imaginait que ce joueur deviendrait plus. Là, on a un peu l'impression qu'on a déjà vu le meilleur d'Adeyemi, en fait. Ouais. Et après, tu vois, Brandt, tu vois que c'est quand même un professionnel. Il s'entraîne. Adeyemi, je n'ai pas l'impression qu'il a l'air vraiment Il y a très de la passionné. nonchalance de chez Adeyemi. Ouais. Dès qu'il n'y arrive pas, il arrête. Il est concerné par son métier professionnel de joueur de foot, quoi, je veux dire. Mais si ça peut vous rassurer, je l'ai engueulé pour vous 5 hier, par contre. Bon, ça va. Putain, le nombre de fois où j'ai gueulé, mais reviens, putain, mais cours, quoi. À un moment, je dis, putain, mais il vient de rentrer, il marche, quoi. Ouais, c'est ça. Il est rentré il y a 2 minutes. Ouais. Et voilà, en plus, vu du terrain, en plus, j'allais un peu en hauteur. Oh, ça m'a rendu hystérique. À un moment où, oui, tout le monde est en train de défendre et lui, il est en train de marcher, en train de regarder tout le monde. Bon, allez-y, les gars, j'attends. Mais donnez-la moi, je vais courir. Mais ouais, c'est ça. Surtout que tu peux même lui donner et il ne sait plus dribbler tellement qu'il fait des tout droits. Donc, mais bon. C'est dommage pour lui. Il y avait tellement de potentiel. Il se gâche lui-même la vie. C'est ça. Je peux pas l'aider. C'est dommage. Vincent, pour quelques petits mots sur la seconde, comme ça je finis avec Kylian. Écoute, il n'y a pas grand-chose à dire, vous avez tout dit. C'est une seconde période qui a été basée sur la gestion. On a eu quelques occasions en contre, effectivement. Après, il me semble justement, quand on parle d'Adeyemi, à un moment donné, il me semble, je ne me rappelle plus à quel moment de la deuxième période, mais
il passe tout le monde. Et je comprends pas pourquoi il tente pas sa chance, quoi. Pourquoi il frappe pas, quoi. Il attend le retour de Silva, il me semble. Pourquoi il frappe pas, quoi. Et à moindre occasion qu'il tricote, ça ne passe plus, en fait. Maintenant, j'ai malheureusement plus confiance en la titularisation de Bayer plutôt qu'Adeyemi, alors qu'avant c'était impensable pour moi du contraire, quoi. Mais voilà, on va quand même aborder le match retour avec 2 buts d'avance, c'est pas rien non plus. J'y crois personnellement. Maintenant, ça va être à vous de faire du coup le match retour. Je suis vraiment content que vous le fassiez en tout cas. Et ramenez-nous cette qualification définitive pour les 8e, s'il vous plaît. Nous porte pas la guigne, Franck, je te vois avec ton regard. Ils sont pas encore au stade. Hein. Vous vous souvenez que est-ce que vous vous souvenez que quand au moment où on discutait de est-ce qu'on préfère Leverkusen, est-ce qu'on préfère Bergame, tout ça, Maxime il dit ouais Bergame il y a moyen que je le fasse et tout, et Maxime me dit ouais comme ça tu viens et tout, et je dis ouais je sais pas, attends faut quand même que je traverse la France ça, et Vincent il m'a dit bon allez fais-le, j'ai dit ok. Il m'a fallu très peu insister pour que je change d'avis. Ouais, après, je pense. Mais moi, je suis vachement content que vous le fassiez, ce déplacement, vraiment. Ouais, c'est. Bon, on va croiser. J'aurais aimé, mais bon, l'Italie, c'est trop loin, quoi. C'est ça. Donc, mais on va croiser les doigts. Mais bon, je pense que ça devrait se décider dans les prochains jours. Et l'UEFA va sûrement un peu taper du poing et régler ces conflits entre les deux clubs. Kylian, je te laisse finir et puis je note encore un nouveau clean sheet sur cette rencontre pour Grégoire Kobel. Ouais, un de plus. Ouais, exactement, ouais, ça fait beaucoup. Je ne sais pas combien exactement, mais c'est évidemment une grosse satisfaction, d'autant que j'ai pas vraiment l'impression que Bergame ait été dangereux à aucun moment du match. Il y a eu 2 frappes à 30 mètres parce que les mecs étaient désespérés. Donc non, la production défensive, c'est du très 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 haut niveau. Alors en fait, on va voir qu'en seconde période, j'ai beaucoup moins de choses à dire qu'en première, bien sûr, parce qu'il y a juste moins de choses à dire. Mais je vous rejoins sur le côté gestion de la seconde période, naturellement. Mais moi, je préfère tuer le match en première période. Alors le match n'est pas tué, hein, bien sûr, mais un abus de langage, on va dire ça, et gérer la deuxième plutôt que ne pas jouer la première et être tout le temps dans l'urgence en seconde, comme on a pu connaître en première partie de saison. Évidemment que si on met le troisième, si Anton la met ou Brandt, le match est meilleur, mais je préfère quand même cette version de Dortmund qui anesthésie les adversaires en seconde période, parce qu'encore une fois, ça a été le cas. Mais en seconde période, ce que j'ai moins aimé, je l'ai mis en lumière parce que j'ai dit beaucoup de bonnes choses pour la première. On va notamment parler de Luca Reggiani, qui a fait un bon match. Je ne vais surtout pas dire qu'il a fait un mauvais match, c'est surtout pas le cas. L'enjeu était énorme, la pression aussi. Il a franchement répondu à ses attentes. Mais par contre, la 54e minute, Nicolas Zalewski, là dans le cercle blanc, qui était donc le mec au marquage de Reggiani, décroche un peu et Reggiani sort de sa position pour monter sur Zalewski qui a le ballon. Ça ressemble quand même à une erreur parce qu'il monte sans aller franchement dans le duel déjà. On voit que là, il est déjà en recul frein alors que Zalewski, il n'a même pas entamé quoi que ce soit. Donc, il ne fait pas son pressing jusqu'au bout. Et quand bien même, je crois qu'il ne fallait pas vraiment sortir de la ligne défensive parce qu'on voit que la ligne de 5 arrière, sans Reggiani, qui est du coup monté, il y a quand même un sacré trou. Un trou que Anton voit immédiatement. Et du coup, il fait une course pour le combler et se repositionner. Et la conséquence de ça, c'est que Ruerzon, il ne peut pas monter sur le piston gauche de l'Atalanta. Parce que si Ruerzon monte, il y a un trop gros gap derrière. Ça ressemble à une erreur qui n'a aucune conséquence parce que ça, typiquement, c'est une séquence qui va finir sur une frappe de, je crois que c'est Krstovic qui frappe à 30 mètres. Ça n'a aucune incidence, mais c'est dans ce genre de match qu'on apprend. Sans doute qu'Anton lui en a parlé, parce qu'Anton a vraiment été au service de Reggiani, grand monsieur, d'avoir fait ça. Et ça me permet aussi de faire la transition sur le fameux déclencheur de pressing. Maximilian Bayer, c'est lui qui décidait quand est-ce qu'on passait en 5-4-1, quand est-ce qu'on passait en 5-3-2. Ça a toujours dans ce match été lui
qui dictait le tempo du pressing. On le voit là encore une fois, c'est lui qui quitte sa zone, on va dire, d'ailier droit, on va dire, pour monter un cran sur le porteur du ballon, ce qui force la passe, ce qui force le pressing, sans doute de Reggiani qui réagit mal en réalité. Mais dans la production, le cerveau du pressing sur ce match, ça a été Bayer. Et ça a été hyper efficace parce que si Bergame a été aussi inoffensif, c'est aussi parce que le pressing de Bayer et des autres qui suivaient était parfaitement coordonné en tant qu'équipe. Et je pense qu'effectivement, Vincent a raison. Fut un temps, je pensais qu'Adeyemi était juste meilleur, plus talentueux, avec plus de capacité athlétique aussi que Bayer. Je le pense toujours, mais par contre, je pense que Bayer se fond beaucoup plus dans ce collectif-là. Et pour moi, le match, il est terminé entre Adeyemi et Bayer, en tout cas sur les prochaines semaines. Donc voilà, ça c'était pour illustrer la mini-faute, on va dire, de Reggiani. On va continuer sur Adeyemi, parce que là, on est 88e minute. Il y a une zone en rouge où il y a un 3 contre 3 à jouer. Le ballon est dans les pieds de je ne sais pas qui, peut-être Bellanova. Il y a un 3 contre 3 à jouer au niveau du milieu de terrain, alors qu'on défend en 5-4-1 supposément. Et c'est là où on voit la différence entre Adeyemi et Bayer. Adeyemi, il n'est pas où il doit être. Adeyemi, il a bien 5 mètres, 6 mètres d'avance sur le positionnement qu'aurait eu Bayer à ce moment-là. Le ballon étant dans cette zone de jeu, Adeyemi, il doit naturellement descendre à hauteur de Job Bellingham, puisqu'ici, il va y avoir un 3 contre 3 à jouer. Ce qui est flagrant, et je ne peux pas le prouver parce que je n'ai pas l'audio, mais regardez Kovac en bas à gauche. Il indique très clairement une zone à Adeyemi qui a les yeux sur lui. Pour moi, c'est le genre de choses qu'un entraîneur comme ça sur le bord de la pelouse voit. Et ça peut rendre fou parce que, surtout quand tu vois que Bayer, il a joué 80 minutes, un petit peu moins peut-être, il a été si bon. Adeyemi, il rentre, il n'est pas investi du tout, je trouve. Et il y a une claire lacune dans la science tactique qu'essaye de mettre au point Kovac. Et pour moi, ce geste de Kovac, évidemment, je ne peux pas le prouver, c'est que de l'interprétation. Mais je crois que c'est forcément lié. Le regard d'Adeyemi, sa position, le geste, pour moi, tout sonne juste. Et ça me conforte dans l'idée qu'Adeyemi perd sa place de plus en plus, même quand il joue. Et ça, c'est quand même suffisamment rare pour le souligner. De manière générale, j'ai trouvé les remplaçants mauvais, tous. Il n'y en a aucun qui fait une bonne entrée. Là, on est 89e minute. Chukwuemeka, il revient en trottinant sur la frappe de Samardzic. Et Sabitzer, qui est donc au marquage de Samadzi, il n'est pas au contact en fait. Il laisse trop de place. Alors cette frappe, elle va rien donner, c'est capté par Kobel bien sûr, mais je vous garantis que Mecha, pendant 80 minutes, le mec même c'était Martin de Roon, il n'a pas vu la lumière du jour. Sabitzer, il est trop loin en fait, tout simplement trop loin. Chukwuemeka, il ne fait pas l'effort que Brandt ou que Bayer ferait aussi. Pour moi, il y a une vraie hiérarchie en fait qui est en train de se mettre en place entre le banc et les titulaires. Il y a des mecs qui comprennent ce que Kovac veut. Il y a des mecs aussi qui ont envie de comprendre. Et il y a des mecs qui partent avec du retard, pour moi, dans la hiérarchie. Et c'est pour ça que, on en parlait en tout début d'émission, le 11 de Kovac, à mon avis, sur les prochaines semaines, ne bougera pas. Parce que tout ce qui se produit sur le terrain va dans ce sens-là. Il y a des mecs qui n'ont pas encore tout saisi. Y compris donc là, Sabitzer, Chukwuemeka, Adeyemi juste avant. Même Silva, je ne l'ai pas trouvé extraordinaire, Silva, quand il est rentré. Maintenant, voilà, c'était dans une seconde période de gestion. C'est moins facile pour un attaquant de briller, bien sûr. Mais voilà, ça me permettait d'illustrer ce que je pensais des changements et de la différence entre le banc et la pelouse. Et il y avait le dernier sur la frappe de Brandt. Tu ne l'as pas mis? Voilà. Vous en avez parlé de la frappe de Brandt. C'est pour moi la deuxième occasion qui doit sans doute faire 3-0. Julian Brandt, comment ça, c'est pas cadré? Comment ça passe au-dessus? Il s'en veut, juste derrière. Il hurle vers le ciel. C'est les deux grosses occasions qui une des deux doit aller au fond. Pour moi, ça fait 3-0 et tu abordes le match retour avec beaucoup plus de sérénité. Là, 2-0, le match n'est pas plié. Tu as fait la moitié du boulot, mais pas complètement. Et j'ai entouré Maximilian Bayer sur la gauche. Alors, pas du tout, parce que je pense que Brandt de lui donner, ça arrive très vite. Même tout Julian Brandt qu'il est, c'est impossible de faire ce geste-là. La reprendre de voler, c'est ce qu'il faut faire. Mais plutôt pour souligner, encore une fois, l'intelligence dans le placement. On est dans la zone des 6 mètres. Bayer, il arrive quand même à être tout seul au second poteau. Évidemment que Brandt ne peut pas lui donner, le timing est trop restreint.
Mais quand même, hein, la science du placement de Bayer, encore une fois, il y a eu beaucoup d'exemples sur la diapositive. Il y en a encore plus si on re-regarde le match. Ça a pris un niveau qui augure vraiment, vraiment que du bon pour ce gamin. Et c'est moi qui le dis, les gars. Hein. Moi, j'étais le premier à vouloir Bayer en tribune. Là, c'est juste du bonbon à voir pour les yeux. Voilà. Voilà. Donc, écoute, ainsi pour l'analyse de tous. Hein, donc, mais une victoire 2-0. Il restera quand même un match retour, hein, bien sûr, de 90 minutes en Italie où il faudra aller faire un résultat ou au moins un match nul pour une possibilité de jouer au prochain tour. Donc, comme on l'a dit, soit Arsenal, soit le Bayern Munich. Mais bon, ce n'est pas le sujet de suite. Une petite nouveauté que je voulais rajouter, si on devait mettre un homme du match, ça serait qui pour vous, Franck? Julian Ryerson. Ryerson, Vincent? Moi, j'aurais quand même plus donné une mention spéciale pour Serhou Guirassy, il le mérite. Ok. Kylian? Guirassy ou Ryerson, mais Guirassy. Ok. Joël? Guirassy. Guirassy, ok. Ouais, je serais parti aussi sur Ryerson par rapport à son match. Donc, voilà. Écoutez, comme ça, au moins, ça permet de voir un peu les goûts de tout le monde. On enchaîne avec la prochaine rencontre qui nous attend du coup samedi, Topspiel contre le RB Leipzig. On va pas s'attarder sur ce club en plastique, ça n'en vaut pas la... Ah pardon, excusez-moi. Non mais vas-y, ça met l'intro comme ça. Donc, voilà. Voilà, chacun ira voir qui est ce club, comment a-t-il été créé et tout, cela ne nous intéresse pas. Donc, on va trouver un fan pour faire une présentation. Non, j'ai arrêté les cassos. Les cassos, je les ai oubliés. Donc, voilà. Donc, par contre, un RB Leipzig qui a été un peu en fin de cycle, qui repart sur un peu un nouveau projet avec des nouveaux joueurs qui sont arrivés durant l'été et aussi le mercato hivernal. Donc des joueurs d'avenir, un club qui ne joue pas l'Europe cette année, hein, qui s'est fait éliminer en pokal la semaine dernière contre le Bayern Munich. Donc maintenant c'est focus Bundesliga, donc un club actuellement 5e avec 40 points, qui était pendant quelques temps le chasseur par rapport à nous qui était chassé. Et on peut voir quand même que depuis mi-décembre, hein, c'est un peu compliqué. Kylian, il pourra nous confirmer ça après, mais les résultats sont un peu en dents de scie. Au niveau de leur saison actuelle, on est sur 12 victoires, 4 nuls, 6 défaites. On va plus s'attarder sur le domicile, qui est sur 7 victoires, 1 nul, 3 défaites en Bundesliga, bien sûr, je parle. Bon, les terres de Leipzig sont clairement une terre noire, parce que ça va faire sur les 5 derniers matchs, c'est 5 défaites, hein, donc il n'y a pas de victoire, donc ça serait bien de renverser la vapeur. Au niveau des matchs au global, toutes compétitions confondues, donc on est sur 9 victoires, 9 défaites, 3 nuls pour le Borussia Dortmund, donc on est vraiment à l'équilibre, mais on s'impose plus à Dortmund qu'à Leipzig. Un coach, Oliver Werner, ancien du Werder Bremen, qu'on connaît un peu, système 4-3-3, donc voilà un peu sur le RB Leipzig, comment il se situe actuellement. Franck, Leipzig? Voilà. Tout ce que j'en pense de ce club que je ne peux pas supporter, désolé. On a fait le match aller un partout. Je pense qu'on a même été dominé chez nous par ce club, je veux dire. Donc, j'espère que samedi, on inversera la tendance. À un Topspiel, ce serait bien de faire un résultat là-bas. Minimum match nul. Minimum, je dirais. Mais bon, pour essayer d'entrevoir peut-être l'impossible, une belle victoire avant d'accueillir les Bavarois, ce serait bien. Mais bon, ça va être compliqué, ça va être dur. Hein. Il y a de la qualité sur certains joueurs. Bon, après, tu me diras, ils ont perdu leur gardien Gulacsi qui est, je crois, out pour un bon bout de temps. Hein. Donc, Gulacsi était quand même un bon rempart et un bon gardien. On va déjà avoir cet avantage-là. Mais après, il y a quand même de la qualité dans leur effectif. Surtout que maintenant, ils jouent
que sur un tableau qui est la Bundesliga. Hein. Nous, on joue encore sur 2, on va dire. J'espère quand même que ce serait bien d'aller une fois gagner sur les terres saxonnes, quoi, on va dire. Oui, il serait grand temps quoi, de remettre un peu les pendules à l'heure là-bas, comme tu dis, en terre saxonne. Vincent, tes attentes, ton opinion sur cette rencontre? Bon, après, c'est toujours une affiche qui me fait toujours un peu peur, surtout ces dernières années. Hein. Après, il faut pas oublier que Leipzig, on en pense ce qu'on veut. Moi, c'est pas du tout un club que j'aime. Hein. Je suis totalement du même avis que vous. En tout cas, mais sur le plan footballistique, il faut quand même avouer que c'est ce qui se fait. C'est à un moment donné, c'est ce qui se faisait quand même de mieux en Allemagne. Hein. Ils pratiquaient quand même un super football. Ils ont également de bons joueurs. Je pense, comme l'a dit Kylian tout à l'heure, Diomande, qui est un attaquant, qui a un ailier droit, il me semble, si je dis pas de bêtises. Bah, il joue des deux côtés, hein. Voilà, ouais, bah, il joue des deux côtés. Très rapide, très technique. On a des comptes à régler avec eux. Match aller, j'ai pas trop aimé qu'on ait fait match nul. Donc ça serait cool qu'on puisse aller là-haut. Maintenant, on sait comment il faut faire avec un des matchs références qu'on a fait, celui d'hier. On sait comment il faut faire avec la mentalité et surtout le collectif, les bousculer chez eux. Et ça va nous permettre aussi d'avoir le maximum de confiance pour les 2 prochains matchs qui vont arriver avec l'Atalanta et le Bayern. Ok, bah écoute, merci pour ton commentaire. Joël, comme ça, je finis avec Kylian qui nous fera un peu un rapport de l'équipe actuelle. Ah, si on veut continuer le rêve Ancelotti, on n'a pas trop intérêt à se rater, quoi. Oui. Si on veut continuer à aller espérer titiller le Bayern, en fait, c'est qu'on a vu, voilà, on est dans la position du chasseur, donc t'as pas le droit au faux pas. Hein. Puis Leipzig, ça reste voilà une belle équipe. Hein. Ça a des individualités et quand même assez. Ils arrivent eux, à trouver des pépites. Et le Diomande, le Bayern est déjà dessus. Même ils étaient peut-être déjà avant, mais ça a une belle qualité quand même. Hein. Ça va nous donner un beau match de football. Mais comme dit, si on veut rêver de quelque chose, bah on est obligé de faire un résultat. C'est ça. C'est compliqué là. Oui, il chante. Ah d'accord. Mais Ouais, oui, de toute façon, cette semaine et la semaine prochaine sont déterminantes sur ta suite de saison. Donc, parce que aussi bien en Champions si tu League, arrives la semaine prochaine avec 6 ou moins, hein, tu abordes le match aussi différemment. Hein. Par contre, si tu perds à Leipzig, le Bayern gagne, tu as 9. Ou si tu fais l'inverse, tu peux accueillir le Bayern avec 3 points. Donc aussi, ta façon d'aborder le match du Bayern, c'est plus la même. Hein. Et surtout que le Bayern joue Francfort, hein, donc pas non plus. Là-bas non, au Bayern. Au Bayern. Donc voilà. Donc c'est clair quoi, c'est décisif. C'est si tu t'inclines à Leipzig et puis le Bayern gagne, si en plus tu perds contre le Bayern, tu les laisses à 12 points. C'est bon, là, tout le monde peut déjà mettre en vacances. Tu peux oublier la prolongation. Ouais, c'est ça. C'est que ça va être un peu décisif sur ça. Kylian, pour finir sur Leipzig, comment ils vont? Eh bien, justement, tu as utilisé le mot Dancy. Ça m'agace un peu parce que c'est le mot que je voulais utiliser. Mais c'est littéralement ça. C'est vraiment exactement ça. Non, mais franchement, Leipzig fait peur. Voilà, s'il faut être honnête. Parce que Leipzig, depuis le début de l'année, à domicile, il y a victoire contre Fribourg. Il y a une défaite contre le Bayern à domicile. Ils ont perdu 5-1, mais bon. Est-ce que vraiment les matchs contre le Bayern sont des matchs références? J'en doute de plus en plus. Après, à domicile, ils ont aussi perdu contre Mayence, mais c'était un Mayence qui était en pleine refloraison, on va dire ça comme ça. Et là, ils ont fait match nul contre Wolfsburg à domicile. C'est à n'y rien comprendre, parce que pour le coup, en extérieur, ils sont allés gagner à Cologne, ils sont aussi allés gagner à Heidenheim également, et ils ont fait nul sur la pelouse de St. Pauli. Il n'y a pas de cohérence, en fait, dans les résultats de Leipzig. C'est une équipe qui se cherche plus qu'en début de saison. En début de saison, on disait que c'était une équipe qui carburait littéralement au Red Bull. Il y avait un modèle de pressing qui était hyper efficace. Et Franck a raison. Moi, je me range derrière les paroles de Franck. À Dortmund, Leipzig a été meilleur collectivement et individuellement. Il y a des mecs à Leipzig qui ont cassé la gueule à des mecs de Dortmund. Moi, je me rappelle de Baumgartner qui fait un match
de fou furieux. Et Baumgartner est toujours en feu actuellement. Et si on fait un petit peu la revue d'effectifs, alors effectivement, Gulaxi est absent. Alors, il est sujet à blessure, hein, ce gardien, on le connaît maintenant, 35 ans. Donc, c'est sûrement le numéro 2, hein, mais qui jouera du coup son premier match de la saison. Derrière, en défense centrale, ils ont Willy Orban, qui est quand même un gars expérimenté, fiable de Leipzig. Et à côté de lui, en fait, il n'y a pas trop de certitude parce que j'aurais dit Castello Luqueba, que moi j'aime bien. Mais récemment, Ole Werner fait jouer Zeiwald en tant que défenseur central. C'est une pure nouveauté. Hein. Ça fait 2 matchs maintenant qu'il joue à ce poste-là. Donc c'est difficile de dire est-ce que Luqueba ou Zeiwald jouera à côté de Orban. Maintenant, au poste de piston gauche, il y a David Raum qui est dans la forme de sa vie. C'est le mec en Bundesliga qui a créé le plus d'occasions. Alors, forcément, il tire aussi les coups de pied arrêtés, donc nécessairement, ça aide. Mais avec 65 occasions créées pour son équipe, il est devant tout le monde. Et notamment, en numéro 2, spécial dédicace à Franck, je sais qu'il l'aime beaucoup. En numéro 2, c'est Romano Schmidt. Et après, c'est Michael Olise. Donc, ça statue un petit peu le niveau de David Raum cette saison-là. Et surtout que devant Raum, a priori, jouera Yann Diomandé. Le couloir gauche de Leipzig est terrifiant. Ça va faire beaucoup de boulot pour Urzon. Et pour Reggiani, peut-être pour Reggiani aussi. Ça fait beaucoup, sachant que si Diomandé joue ailier droit, il sera donc face à Svensson, ce qui, moi, me rassure pas particulièrement. La bonne nouvelle, on va dire, c'est aussi que Ouedraogo, qui a complètement éteint Nmecha au match aller, il est absent. Hassan Ouedraogo, blessure au genou, il sera blessé jusqu'au mois d'avril. Donc, il se cherche un petit peu au milieu de terrain. Ils ont pris Brian Grouda en prêt de Brighton, qu'on connaît, un ancien de Mayence, qui est loin d'être mauvais. Il est titulaire même depuis qu'il est arrivé. On va dire que la seule faiblesse que moi je peux voir, en tout cas de Leipzig, c'est qu'ils cherchent encore leur numéro 9. Ils ont pris Romulo, ils ont pris Konrad Harder. Il n'y en a aucun des deux qui, pour l'instant, donne vraiment satisfaction. La preuve, c'est que les 2 meilleurs buteurs de Leipzig en ce moment, c'est Baumgartner et c'est Diomandé, qui sont vraiment les 2 mecs devant qui font très très mal. Pour compléter le quatuor offensif, ça sera sûrement Antonio Nusa, mais qui a un petit peu plus de mal à donner honneur aux promesses qu'on donnait envers lui. Moi, j'ai peur de Leipzig. Et forcément, je me range derrière Franck quand il dit qu'un nul serait un bon résultat à la Red Bull Arena. Je pense que c'est la vérité et je pense que c'est un match où il peut tout se passer. Mais je pense que par contre, ce sera un match de feu. Parce que Leipzig, on s'ennuie jamais en regardant Leipzig. On s'ennuie un petit peu plus souvent en regardant Dortmund. Mais avec la forme récente, je pense que ça va être un top spiel au sens littéral pour le coup. Ok, écoute. Exactement. On va croiser les doigts pour que ça soit magnifique fin en tout cas. Donc, donc 18h30 samedi pour ceux qui regardent le match. On termine du coup avec la chronique de Franck. Pareil, Joël, si tu t'attends un petit peu. Et puis. Tu laisses les nuls jouer et après, si on est vraiment trop voilà, nuls. c'est ça. Pas sérieux. Ah, il y a entre les lignes. Il faut aimer pour les nuls. Allons-y. Voilà, mais bon, j'ai galéré aussi à le trouver. Hein. Voilà, il a galéré. Ouais. Je l'ai fait deviner sur. Mais j'étais pas dans une conjoncture, tu le sais, ce jour-là. Top. J'étais bourré. Avant de commencer, malheureusement, je vais commencer par une page noire. Pour ceux qui l'ont vu aujourd'hui. Une légende du BVB est morte aujourd'hui. Oh merde. Voilà. Un joueur qui a fait les beaux jours de Dortmund dans les années 50-60, qui a gagné la Coupe d'Europe, qui a gagné la première Pokal du Borussia Dortmund en 1965. Donc, malheureusement, à l'aube de ses 88 ans, Reinhold Vossab nous a quittés, quoi. Et c'était une légende du BVB. Donc je voulais juste faire un petit passage. Voilà, c'est toujours triste de voir partir un ancien qui a fait briller notre club. Donc je voulais lui faire un petit hommage là-haut. On en a eu beaucoup qui sont partis, hein, entre Frank Mill, Teddy Debert et d'autres, je veux dire. Donc encore un qui va, j'espère, arriver au niveau des étoiles du BVB qui sont déjà là-haut, quoi. Voilà, c'était la petite le petit
moment, je veux dire, un peu moins sympa, quoi. Alors, pour ma chronique, je vais reprendre, comment dire, ce que j'ai fait deviner à Maxime. Alors, parce que je fais toujours deviner Maxime avant, quoi. Alors, je reprends mes notes. En plus, j'avais quasiment pas d'indice au début, quoi. Ouais. Voilà, pour l'instant, c'est vrai que le choix est. Et difficile. Voilà. Alors, le joueur que je Coco vous présente ce soir, donc, c'est un défenseur central. Défenseur central rugueux et de qualité. Pas toujours titulaire. A joué en Bundesliga. N'a connu que 3 clubs de Bundesliga. Sa carrière professionnelle commence de 1983 à 1998. Je n'ai connu que 3 clubs de Bundesliga, dont Dortmund. Son parcours, c'est Bochum, Leverkusen et Dortmund. Martin Cré. Jawohl. Bah, il est bon. Hein. Putain, il est trop fort, lui, il m'énerve. Tu l'avais, C'était Joël, ça. ou pas encore? Non, Ok. n'était pas encore. Alors, pour faire deviner Maxime, vu qu'il n'y arrivait pas, hein, je lui ai dit que son prénom, c'était le nom le plus commun en France de famille. Ah, Martine. Il ne l'avait toujours pas trouvé. Donc, j'ai dit, son nom de famille, ça sert à écrire sur les tableaux de la vieille école. Bon, là, c'est bon. et là, il a dit stylo. Feutre. Bon, il a dit Cré. Il a dit craie, ok. Il a Oh, dit Cré. Tu sais, là en bas, ils avaient peut-être pas des craies, Franck, tu sais, n'oublie pas. Ouais. Titulaire Alors, contre la Juve, quand même. On fait avec des diamants. Alors, Ah, sachez quand même aussi que ce joueur, malgré qu'on peut en penser ce qu'il en veut, il a jamais été vraiment un titulaire indiscutable, mais il l'a été souvent, que ce soit à Leverkusen ou à Dortmund. Martin Cré est titulaire pour la finale de la Ligue des Champions. C'est lui qui défend, c'est la défense centrale. Martin Cré, Kohler, Zammer. Zammer jouait devant hein, à une époque, quoi, je veux dire, un peu plus devant. Quoi. Et c'était lui qui était en concurrence directe avec Julio César, c'est ça? C'était soit lui, soit lui, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, il y avait une rotation qui se faisait entre Kohler, Cré et Julio César, quoi, je veux dire. Hein. Il a quand même un beau palmarès. Hein. Il a été finaliste de la Coupe d'Allemagne avec Bochum en 88, vainqueur de la Coupe d'Allemagne avec le Bayer Leverkusen. Il gagne la Supercoupe avec nous en 95. Il est champion d'Allemagne avec nous en 95 et en 96. Il gagne la Ligue des Champions en 97. Et voilà. Je crois même, j'en suis pas sûr, mais je crois pas que c'est dans. Ouais, non, il arrive un an après. Parce que Leverkusen gagne en 88 la finale de la Coupe de l'UEFA. Mais lui arrive qu'à Leverkusen en 89. C'est quand même plus de 400 matchs en Bundesliga hein, pour un joueur. Quoi. Et comme dit. 60 buts quand même. Hein. Ouais. Et je crois qu'il en marque 60, mais dont 51, je crois, en Bundesliga de mémoire. C'est ça, 51, comme c'est marqué sur le tableau. Voilà. Ah oui, pardon, je n'ai pas vu ça. Mais tu vois, moi, je l'avais dans la tête. C'était un bon joueur de tête ou il avait une grosse frappe? Très bon joueur de tête. D'accord. Et après, c'était un style, je ne vais pas dire pâteau, mais très dur. Hein. C'est un peu de la. C'est un mélange de Jürgen Kohler, de Matthias Zammer et de Julio César. Quoi. C'est un peu des trois, mais il n'avait pas les qualités. Mais avec les peu de qualités qu'il avait, vraiment, c'était un combattant très dur sur l'homme, faisait beaucoup de fautes aussi. Mais bon, c'était un joueur sur qui on pouvait compter. C'était vraiment le remplaçant, le backup des. Mais souvent a été titulaire quand même, je veux dire. Et belle carrière, quoi, Martin Cré, quoi. Et voilà, comme dit, titulaire pendant la finale de la Ligue des Champions, hein, je veux dire, avec l'effectif pléthorique qu'on avait à l'époque, c'est quand même bien, hein, parce qu'il a relié quand même Julio César sur le banc pour cette finale, quoi, je veux dire. Mais je crois que Julio César était ou blessé ou suspendu, je ne suis plus sûr, quoi, je veux dire. Ok, bon, bah voilà, donc un nouveau joueur en plus à connaître et pour ceux qui ne le connaissaient pas. Donc merci Franck infiniment pour cette chronique comme d'habitude. On termine avec le
le petit classement. Donc, ça y est, ça commence à faire bobo pour certains. Carrément, il enlève la casquette. Oui, non, mais. Soyons Ouais, humbles, non. là. Non, mais on va arrêter le jeu, c'est nul en fait. Ce truc, c'était pas une bonne idée. C'est vrai c'est vraiment la descente, Maxime, alors que tu étais Ouais. si proche. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais tu vas revenir. Tu vas revenir. Le pire, c'est qu'il descend là et il descend dans notre concours de pronostics aussi parce qu'il a oublié de jouer. Non, mais Ah oui, je vous t'étais laisse de premier. l'avance et après j'arrive. C'est Ouais. c'est différent. Donc, ouais, non, Voilà. c'est vrai que c'est la descente aux enfers pour moi. Ça... Puis il y a. Les enfers, ça a c'est bien- moi. Ouais, mais tu commences à me rejoindre, je veux dire. Il y a 7 points, il y a de la marge. Ouais, c'est ça. Donc, bon, sachant que, comme on l'a dit, maintenant Kovac a peut-être trouvé son 11 type. Donc, c'est peut-être un peu plus simple, on va dire. Oui, pour Kylian et moi d'enchaîner les perfects. Oui, ça y est, allez, C'était provocation, plus ça simple. continue. Allez, prenez. Bon, allez, on arrête, vas-y, c'est bon. On change. Bon, bah, les gars, merci en tout cas infiniment parce qu'on se fait une belle émission quand même de quasiment 1h45 sur ce débrief. Et puis, pas de Kylian du coup dimanche. Il sera sur les routes pour descendre dans le sud de la France pour arriver chez moi d'ici mardi soir. Donc, En bateau oui, en bateau, bien sûr. En bateau. En bateau. En péniche. Et puis, du coup, nous, on se retrouvera quand même dimanche à 20h. Joël, tu seras parmi nous, c'est ça? Exactement. Voilà, donc tu viendras en plus. Et puis, on Il débriefera. m'a dit qu'il faisait les stats et les analyses, Joël. Ah ouais? C'est mal barré. Alors, si tu veux, je Le peux truc te qui préparer reste un comme ça. truc. Arrête. Ça va finir en recette de pâtisserie, tu vas voir. Ouais, c'est ça, ouais. Une tarte au citron. Si tu veux, je te fais le Voilà. citron d'ici. Et puis voilà. quoi. Mais voilà. Donc, nous, on sera plus tranquille. Il y aura une petite analyse du match, mais juste avec le score. Et puis, On va être voilà. un peu plus bourrin. Voilà, c'est ça. Comme l'OM, droit au but. Voilà. Bon, messieurs, merci beaucoup pour votre présence. Et puis, merci aussi à ceux qui nous ont écoutés. Bon, il faudra que je fasse attention. Je n'ai pas vu maintenant sur Twitter. Il faut que je republie le lien. Sinon, on ne nous voit pas en direct. Donc, ils ont fait une petite nouveauté. Donc d'où le fait qu'au début, il n'y avait pas grand monde. Ouais, Donc, j'ai pas vu beaucoup de commentaires. ouais, c'était très calme. Il y avait deux Après, il y a commentaires. la Ligue des Champions, donc. Ouais, mais voilà, il c'est ça. plus, hein. C'est ça. Mais on embrasse embrasse. la majorité silencieuse qui ne commande jamais parce que c'est quand même une C'est vérité sur Internet. Et on pense à eux. C'est vrai, ça c'est toujours sympathique aussi. Oui. Petite chose, sachez, pour les réseaux, je suis invité à faire le podcast RMC vendredi à 14h. Oh Et c'est quoi le sujet? Borussia Dortmund, Bayern de Munich. Génial. Ah, ça, c'est bon, ça. Donc, Ah, à ça va l'antenne être sympa. d'RMC ou sur leur site? Sur leur site, mais ce sera aussi à l'antenne, mais quand je sais pas, quoi, je veux dire, quoi. Ok. J'ai ok, été ok. contacté par le responsable des services des sports de RMC. Quoi. Ok. Eh ben, tu passeras notre salutation à Polo. Si tu... Ouais, ce que je Polo pense m'a écrit hier, là dans l'après-midi. Quoi. Eh ben, très Ok. cool. Bah, Voilà. c'est super et puis c'est entièrement mérité pour Bien toi, sûr. Franck. Donc on écoutera ça attentivement. Je pense que ça sortira la semaine prochaine. Ils vont attendre le match de l'Atalanta et puis ils enchaîneront avec le Bayern. Donc voilà. Et du coup, nous aussi le petit Kao Prates qui sera officialisé normalement d'ici demain, parce qu'il était. En fin d'émission, on balance que des petites news comme ça. Ouais, voilà, c'est ça. on a- Non, mais en plus, je me dis, il faut que je dise. Donc, normalement, officialisé demain, il était présent au match et puis a fait sa visite médicale et signé son contrat. Mais vous inquiétez pas, il arrivera que cet été. Tous les gens étaient déconnectés, ils avaient appuyé sur la petite croix et tout. Genre, ils ont fini, salut, et puis non, allez, on y va. Ouais, raconte leur life encore. Et Bodo Il Glimt arrive fait pas. un contre l'Inter, Il c'est arrivera. magnifique. Ouais, Il arrivera cet été blessé. Ah non, on va espérer que non. Donc, mais bon, voilà. Bon, ça, On verra un ce joueur que ça qui donne. arrive mais- sain et sauf. Non, mais c'est pas possible, ça, chez nous. Non, C'est ça, non. donc, après, il arrivera peut-être en bateau aussi, lui. Donc, on ne sait pas. Donc, En péniche. en péniche du Brésil. Ok, allez, merci à tous. Passez une bonne soirée. Et comme on dit en Allemagne, Tchuss. Tschüss.